Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Bienvenue à toutes et à tous sur Radioactif. Je suis Aude, volontaire en service civique. Aujourd'hui, on vous embarque dans un voyage au cœur du 7e art. Et pour vous en parler, je ne suis pas seule. J'ai le plaisir d'accueillir Adam et Théo. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs ? Alors moi c'est Théo, 25 ans, libre comme l'air. Toujours. Adam. Oui, et Adam, bientôt 20 ans, tout aussi libre comme l'air, là où elle me porte en tout cas, et fan de cinéma. Ok. Je vous remercie d'être présent parmi nous. Ça fait plaisir aussi. Très bien. Alors du coup, j'ai commencé par des questions un peu générales sur le cinéma. Donc déjà, est-ce que vous regardez des films ? Je regarde des films mais pas autant que mon père, ça c'est sûr. Mais t'en regardes de temps en temps, quoi. Oui. Ok. Ouais, pareil, je regarde des films, surtout avec mon père. On essaie de se rattraper un peu tous les films qui sont sortis, en tout cas les 3 dernières années. D'accord. Ouais. Voilà, tout ce qui est action, science-fiction, fantastique. Ok, de toute façon, j'y reviendrai. Les trucs tranches de vie, mon père est pas trop fan, donc je les regarde tout seul. Ces derniers temps, tous les films d'horreur. C'est vrai qu'il y a une grosse lopée de films d'horreur dernièrement, qui vont arriver. Oui, donc, aussi. Et du coup, à quelle fréquence à peu près vous regardez des films ? Bon, c'est assez aléatoire, on va pas se cacher, c'est pas récurrent. D'accord. Ouais, j'ai une grosse période où on en regardait facile, au moins un par soir, Ok. et parfois 2 par jour si on avait le temps. Mais c'est vrai qu'en ce moment là, on est plus sur les animés, donc les films on a un peu ralenti, mais dès qu'on trouve un truc un peu intéressant, on le regarde. Ok. Et du coup, pour vous, qu'est-ce que ça signifie pour vous le cinéma ? Est-ce qu'il y a une symbolique ? Est-ce que On peut dire que c'est un plaisir, que ça permet aussi de se retrouver en famille, parce que généralement on regarde en famille les films. C'est très rarement que tu les regardes solo. Ouais, pareil, et puis pour moi je pense que c'est un peu la suite de quand on te raconte des histoires quand t'es petit. C'est genre là, t'as grandi, du coup maintenant tu regardes des films, et c'est un peu la même chose, on te raconte une histoire, jamais en premier plan, quoi. C'est toujours une histoire un peu cachée, expliquée avec des termes un peu plus subtils. Donc c'est moyen de faire passer des messages, puis c'est souvent aussi juste de l'art, c'est beau, c'est un travail, c'est un talent, on voit un certain amour, c'est du partage. Très bien. Et du coup, comment vous les choisissez, comment les films que vous les regardez Par rapport au synopsis, s'il est intéressant. Ouais. Pareil, les synopsis s'il est intéressant, et puis sinon si c'est une licence ou un réalisateur ou un acteur qu'on connaît, on prend quoi. Et ça vous arrive de temps en temps où juste, je sais pas, l'affiche est belle ou l'image de présentation est belle et vous dites oh sympa, ça a l'air sympa. Est-ce que ça vous arrive quand même de faire ou... C'est pas vraiment l'image, c'est vraiment le synopsis. Ok. Ouais, avant ça me prenait un peu aussi, justement je voyais l'image, je me disais oh ça a l'air pas mal, et du coup il y a beaucoup de fois où j'ai gâché mon argent, mais non, c'est vrai que maintenant après c'est vrai que des fois les bandes annonces sont quand même assez alléchantes, mais je sais que je regarde par exemple de moins en moins de Marvel maintenant. Genre je suis beaucoup moins attiré par le côté franchise ou marque, je suis plus attiré par si je vois que le scénario a l'air bien ou pas, je fais l'effort d'y aller. Ok. Et maintenant, faut-il toujours voir un film au cinéma ou le streaming suffit ? Ça dépend. Parce que le streaming, c'est vraiment quand t'as la flemme de te déplacer. En fait, t'as pas l'argent pour le prendre le truc. Ou alors si le film est pas plus au cinéma, quoi. C'est aussi ça qui est bien, c'est que des fois t'as plein de films en même temps, tu peux pas forcément tous les regarder à la suite, donc c'est pratique. Par exemple, le dernier film que j'ai vu là, c'était avec mon frère, c'était le Mario Galaxy. Je l'ai vu au film, je l'ai vu au cinéma. Un peu déçu, moi, je trouve, du film. C'était autre chose, on en parlera plus tard. Mais je sais que un YouTuber qui a sorti un film il y a pas si longtemps, là, Markiplier, qui avait sorti Iron Lung, ça, je me suis dit, si je ne vais pas le voir au cinéma, je vais m'en vouloir longtemps. Et je voulais pas me limiter au streaming. Et je me suis dit, il faut que j'aille le voir. J'ai fait 1h30 de route pour aller à Gros-Queville, aller le voir. C'était une super expérience. J'étais pas déçu. Vraiment. Moi, je regrette pas. Il est acclamé par la critique, genre, il est vraiment bien. Mais ouais, il a chamboulé le box-office. Ils ont été obligés ils l'ont supprimé du box-office et tout. C'est toute une histoire et tout. Je pourrais en parler longtemps, mais. C'est juste un YouTuber solo et qui a fait tout seul son film. C'est quand tu dis que c'est de l'indépendant pur, vraiment, Ouais. c'est du nouveau aussi. Franchement, il y a plein de trucs qui sont vachement frais. C'est pas par rapport à un jeu. Ouais, c'est par rapport à un jeu, mais il y a ça, et puis après, juste il y a des films où
soit pour l'image, soit pour le son, où je me dis faut aller le voir au moins une fois pour vraiment avoir la pleine expérience. Après il y a d'autres films où voilà, si c'est que pour l'histoire, je le regarde en streaming et puis c'est bien. Je l'ai pas vu Iron Lung, mais je sais qu'il y avait il a fait parler de lui, quoi. Ouais. Il y a il y a énormément de plans en fait où c'était vachement innovant et sa mise en scène aussi était très intéressante parce que t'avais vraiment l'impression d'être à la place du personnage et la mise en scène évolue en même temps que le personnage et en fait t'es vraiment au point de vue du coup comme c'est un peu pour expliquer pour sans trop spoiler, il est dans une sorte de sous-marin et en fait au début les plans sont vachement serrés et plus le temps passe et plus il découvre des endroits et du coup plus il découvre des endroits et plus la mise en scène est un peu reculée et du coup l'espace devient plus grand et du coup peut-être il est un peu claustrophobe le personnage, on sait pas, mais en fait tu vois en même temps que le personnage l'espace qui se ragrandit et tu perds ce côté serré et je trouve l'évolution de la mise en scène est super bien écrite par rapport à l'évolution du personnage et du monde dans lequel il se trouve. Juste du coup pour petite info, là c'est une étude de 2023, mais ça a démontré que le nombre d'abonnements aux services de streaming avait augmenté de 1,8 milliard contre 1,1 milliard en 2020 et que du coup l'ère du streaming offrant du coup un riche catalogue de films ou séries connaît un essor qui n'est pas près de se terminer, tandis que pour ce qui est du cinéma, les études du CNC, donc du Centre national du cinéma et des images animées, ont montré que pour 8775 films passés en salle, seuls 181 millions d'entrées ont été enregistrées en 2024. Donc en fait, il y a beaucoup moins d'entrées que de streaming aujourd'hui. Alors du coup, maintenant, je vais passer par rapport au film et au réalisateur. Quel est pour vous le film qui a marqué le cinéma, selon vous ? Ça peut être un film que vous avez aimé. Hein, c'est vrai que c'est une question assez difficile, même moi. Je dirais Matrix. Matrix. Et par rapport à... Je pense qu'il a permis de changer comment on voit le monde du... je veux dire, ça a permis d'implémenter un vrai thème de cinéma, c'est-à-dire le côté technologique, là, puisque comme quoi on vit dans un monde régi par l'IA et tout. Ouais. Que ça a plutôt... que c'est ça qui a un peu ouvert les esprits de ce côté-là, que d'un coup t'as eu d'autres réalisateurs qui ont pris un peu le même délire. Ouais. Peut-être que ça a plus ou moins marché, je sais pas trop ce qu'il faut regarder. Je pense j'ai pas un film genre qui a révolutionné le cinéma, mais dans les films qui auraient donné des avancées, je sais que pour deux exemples dans l'animation 3D et les effets spéciaux, il y avait tout le travail par rapport à Toy Story déjà qui a été fait, mais surtout je crois que Terminator, ça a apporté en fait ils ont été obligés de créer des nouvelles séquences, des nouvelles matières, des nouveaux trucs pour pouvoir faire des effets spéciaux et en fait ça a apporté tout un truc à la 3D totalement révolutionnaire et tout pareil, et c'est des effets spéciaux qui sont devenus légendaires. C'était un peu les débuts de la CGI. Mais ouais, parce que ils ont été obligés de comment dire, ils ont créé un peu, c'est peut-être pas eux qui l'ont créé, mais genre ils ont démocratisé un peu le côté ils ont scanné le visage entier, ils ont été obligés de créer tout un système parce que je crois que c'était par rapport au fait que l'objet 3D ait une collision avec les barreaux, mais que ça se casse pas en plein de morceaux, que ce soit vraiment bien fluide et que ça ressemble à... Du côté du T-1000. Ouais, voilà, c'est ça, cette scène-là où il passe à travers les barreaux, ça c'était une évolution, une avancée dans la 3D, dans la technique d'effets spéciaux qui est mémorable. C'était plutôt bien fait. Ouais, mais c'est vrai que sur ce point-là, ça a apporté quelque chose aux effets spéciaux et puis à la 3D du coup derrière. C'est un progrès, un bond en avant. Ouais. Et maintenant, donc là, on vient de parler du film, mais est-ce qu'il y a un réalisateur ou une réalisatrice qui vous a inspiré, qui vous inspire le plus dans son travail et qui aurait marqué du coup l'histoire du cinéma ou du moins, pareil, ses avancées ou autres? Là, j'en ai pas qui me viennent en tête. Mais... après, entre guillemets, pour la généralité, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont parler de Christopher Nolan ou des choses comme ça. Mais moi, je sais qu'il y en a un, quand j'étais au lycée et que je faisais cinéma, j'étais beaucoup inspiré par Quentin Dupieux. Ouais. Et surtout pour le film Rubber, parce qu'on trouvait le film super drôle et puis on aimait beaucoup aussi son écriture dans les personnages et tout. Ouais.
Ce côté un peu interactions. décalé. Ouais, le côté ultra décalé, mais vachement sérieux. Ouais. On trouvait ça trop drôle et tout. C'est vrai que il est fort pour ça, et de tous les films que j'ai pu voir de lui, ouais, j'ai beaucoup aimé ce côté-là de. C'est très, comment dit-on, déjà, t'as effectivement ce cadre sérieux qui rend, entre guillemets, crédible les situations, alors qu'en fait, tout est loufoque, quoi. C'est très Après, en réussi. autre réalisateur, faut pas... Après, malheureusement, j'ai pas une très bonne mémoire pour les réalisateurs, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont parler de Christopher Nolan de toute façon. Ouais, moi, j'avais aussi pensé à David Lynch. Ouais. Aussi, qui est un très grand réalisateur. Qui a marqué Alfred beaucoup. Hitchcock aussi. Hein, oui, coup, aussi. Parce que il a apporté énormément de choses aussi, donc. Il y a un nom là que je l'ai sur le bout de la main. T'as le nom d'un film ou un truc Il y a Une nuit en enfer. Là. Une nuit en enfer. Je sais pas. Comment ça s'appelle le réalisateur? Je sais plus. Bah, moi non plus. Mais je sais. Comme toi, je vois le film. Un réalisateur aussi que j'adore en ce moment, en tout cas depuis un petit moment là. Ouais. C'est James Gunn. Parce que je trouve qu'il a fait en tout cas, moi je trouve personnellement qu'il a fait un super travail avec Marvel déjà à l'époque, et puis en ce moment avec DC depuis un certain temps, que ce soit dans le dernier film Superman ou dans ses Suicide Squad, puis même dans la série Peacemaker et tout. Je trouve qu'il a fait un super boulot pour ramener le côté vraiment comic accurate et tout. Et puis on voit quand il bosse, il a vraiment une passion de ce qu'il fait. Il a vraiment envie de faire bien, et c'est super comment il bosse. De qui t'avais dit? James Gunn. Oui. Je trouve qu'il fait un super boulot, et puis pareil, je pense aussi il flexe énormément sa playlist aussi au passage, mais enfin il a toujours une super musique qui va super bien avec ce qu'il fait, donc j'adore regarder ce qu'il fait, c'est trop bien. D'accord. Alors, question un peu compliquée aussi, est-ce que du coup pour vous, un film primé est-il forcément un bon film? Je dirais que non. J'ai pas d'exemple comme ça de film primé, mais on parle de primés, genre ceux qui ont reçu des prix? Oui, ça peut être un Oscar, un César, est-ce qu'ils ont juste été nommés, ou faut qu'ils aient vraiment gagné le prix? Je pense qu'il faut qu'ils... Enfin, je pense. Pour moi, il faut qu'ils... Dans ma question, ils aient gagné le prix, quoi. Bah, dans le principe, c'est qu'ils sont censés le mériter, mais encore une fois, ça peut... Après, c'est purement une question de goût et de couleur, donc... Voilà, c'est purement subjectif, mais dans le principe, s'il est primé, c'est que... c'est peut-être pas forcément un bon film en général, mais c'est qu'il doit quand même apporter quelque chose dans le cinéma ou dans quoi que ce soit d'autre d'important et d'intéressant, donc peut-être que c'est pas forcément un bon film sur tout le long, mais qu'il y a quand même de très bonnes choses dedans, je pense. Oui, c'est ça, je pense qu'effectivement... il est pas là pour rien, quoi. Ouais, voilà. C'est qu'effectivement, c'est une question de point de vue, perspective, de ce qui parle aux gens ou pas. Après, effectivement, comme tu dis, je pense que si il est primé, c'est que quelque part, il y a quand même cette chose qui fait qu'il le mérite. Après, il y a aussi effectivement les films qui sont nommés, qui ne sont pas forcément primés, mais qui n'en restent pas moins mauvais, quoi. Ils restent bons, même parfois très bons. Et puis parfois il y en a qui sont même pas forcément primés ou nommés ou quoi que ce soit, et qui restent bons aussi. Disons qu'il faut pas se baser simplement sur ce critère-là pour se dire s'il est pas primé, c'est pas un bon film, quoi. Oui. Ensuite, y a-t-il un film culte que vous n'aimez pas du tout? Alors pas du tout, dans quel sens? Que vous n'aimez pas dans, je sais pas, pour l'histoire, pour les personnages, pour sa façon, son rythme, enfin peu importe. C'est méchant comme question. On va se faire descendre. Non, de toute façon, il y a toujours des gens qui seront jamais contents de ce qu'on dit. Oui, c'est pas faux. Ouais, je sais que j'ai toujours eu du mal avec Interstellar, moi. Mais pas parce que le film est mauvais, mais juste, on m'a tellement saoulé avec. Genre, au début, je dis oui, je vais le regarder. Je me dis, faut vraiment que je regarde. Et puis après, il y a mon frère qui m'en parle. Il dit, il est génial, il faut que tu le regardes. Et puis après, il y en a un autre qui vient dire, mais il est génial, il faut que tu le regardes. Et là, il disait, il y a des films qu'on peut regarder ce soir, qu'est-ce qu'on peut mettre? Ah, mais il a pas vu Interstellar, il faut mettre Interstellar. D'accord, mais je peux le regarder de moi-même. Et après, je me dis, je vais m'en être débarrassé. Puis il y a des gens qui vont dire, j'ai commencé à apprendre le piano, qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait la musique d'Interstellar. Et que tout le temps, on m'en a rabâché. Et ça m'a bourré le crâne, ça m'a saoulé. Et puis après, il y a eu d'autres films où on n'a pas aimé parce qu'on n'avait pas aimé, genre, dans le principe, 8,5 de Federico Fellini. Voilà. Après, c'est parce que moi j'ai fait cinéma au lycée, donc forcément, faut avoir suivi le programme ou quoi que ce soit. Mais on était allé à Angers, il y avait la rétrospective de Fellini, et on s'est tapé 8,5. Et le film, il est lourd, il est long, il est lourd. On n'a pas tout compris.
c'était vite chiant et genre tout le monde avait adoré, tout le monde avait kiffé. C'est tous les films de Fellini dans le principe sont cultes, en tout cas dans l'histoire du cinéma. Et nous, on était plusieurs à pas avoir aimé parce que c'était assez lourd, mais après c'était une autre époque du cinéma. Nous, forcément, on est beaucoup plus dans l'action, on est beaucoup plus dans la. Puis en plus, c'était en noir et blanc, donc des fois, le noir et blanc, ça peut rendre aussi vite monotone. Donc c'est pas forcément étonnant, mais nous, ce genre de film, bon, ça fait ni chaud ni froid, quoi. C'est pas. Ouais, c'est pas un film qui t'a parlé. Je dis pas qu'il est nul. Il y a forcément des bonnes choses dedans, mais ça me fait ni. Ouais, c'est pas un film que t'as accroché ou tu te dis ah ouais effectivement. Je reconnais pourquoi il est culte, mais ouais. après, je sais pas toi, ce que t'en penses. Bah Interstellar, je l'ai pas vu de toute façon. Ouais. Et puis, je sais pas quoi en penser, je l'ai pas vu. Alors mais du coup, moi à dire celui que j'ai pas aimé, mais par contre sa version refaite, elle est mieux. C'est ça. Ah, ok. Ouais, l'original, t'as pas accroché. Bah, il faisait pas peur et je trouve les effets spéciaux, ils étaient... c'était une époque, quoi. Justement, c'est une époque où les effets spéciaux, c'était petit, et là, c'était... Ah, mais je veux dire, t'en as d'autres dans la même époque. Oui, mais c'est parce qu'on est habitué, entre guillemets. Oui, aussi, ouais. Je veux dire, après, bon, par exemple, moi, vraiment, ce qui m'a marqué, bah, après, parce que j'étais petit quand je l'ai vu, hein, mais c'est Chucky. Et c'est pour ça que, du coup, bah, j'ai... phobie un peu des poupées à cause de ça. Étonnant. Si, Dune, t'as vu Dune ou pas? Dune, moi je vous le dis carré. Je suis arrivé au cinéma, j'ai enlevé ma veste, je me la suis mis en couverture, je me suis endormi 3 fois pendant le film. Ah ouais? Ah non, moi j'ai adoré. J'ai pas aimé, genre, je sais pas, ça. Je sais, pourtant j'étais pas fatigué ou quoi, mais je suis arrivé, ça m'a claqué le film. Genre, après, c'est vrai que c'est long, c'est des films qui sont longs. Ça m'a pas captivé. Ah genre, ouais, il y a plein de gens qui l'ont aimé, tout le monde m'a dit, il est trop bien, Moi je l'ai pas aimé. Genre, t'as le droit. Mais tout à l'heure, c'est les goûts et les couleurs. Hein. Bah ouais, c'est ça, mais hein. genre. On peut pas kiffer. Mais c'est ça. Mais après, je trouve ça dommage du coup que les gens derrière disent, mais quoi, mais comment c'est possible? Pas aimé. C'est vrai que... Genre après, on est tous passés par cette phase-là où on dit la même chose. Mais... Enfin, c'est beaucoup plus dur quand tu dis ça sur des gros films avec des gros acteurs comme Timothée Chalamet. Mais ouais, ça m'a pas accroché du tout pour le coup. Et pourtant, c'est un genre de film que j'adore regarder. Hein, mais regarde les originaux. À la limite, mais là, je sais pas, ça m'a pas. Comme Wicked. Il y a eu une grosse hype autour de Wicked avec Cynthia Erivo et Ariana Grande là. Ah oui, c'est vrai. Ça m'a. Je l'ai pas vu. Je n'ai même pas fait l'effort d'aller le voir parce que ça m'a pas intrigué quoi. Ouais, c'est ça. Il y a une grosse hype. Ouais, bah. Alors que le film Le Magicien d'Oz était bien, moi j'aime bien, j'avais beaucoup aimé. Alors j'ai passé au genre et au style maintenant dans le cinéma. Quel est votre genre préféré justement? Comme j'en parlais, vu que c'est la plupart du temps c'est ce qu'on regarde, surtout les films d'horreur. Ouais. Après un petit peu film d'action. Surtout film d'horreur. Ouais. Ok. Je sais pas vraiment le genre tant que c'est bien fait. Ouais, tant que l'histoire te plaît. Ouais, tant que l'histoire elle tient la route, que soit il y a une certaine logique ou une logique qui tient la route dans le contexte du film, ou si l'écriture est bonne, quoi. Moi ça me tente bien en fait. Genre je peux très bien regarder un film humoristique comme un film d'horreur, comme un film d'action, comme un film de cowboy, comme un film de samouraï. Enfin, tant que c'est bien fait en fait, moi ça me va. Hein. Okay. Au contraire, j'aime de tout. Donc, bah après voilà, et t'as pas un genre par exemple où tu te rends compte quand tu réfléchis que t'as beaucoup regardé ce type-là plus qu'un autre Bah c'est vrai qu'en général quand j'essaie de trouver un film, soit j'allais directement dans les films drôles, soit j'allais chercher un film d'animation. Ouais. Mais après, parce que je sais que en fait les 3 quarts de mes films que j'aime le plus c'est des films d'animation. Ouais. Mais Cars. y a pas mieux. Mais de toute façon le cinéma a fait son pic quand on a sorti Cars et puis après voilà. Il y a plus d'autres bons films après Cars. On est jamais allé au-dessus. T'as oublié Shrek. C'est vrai. Ah ouais, Shrek. La VF de Shrek. Oh là là. Incroyable Shrek. Chabat. Mais arrivé. Ouais, mais je pense pas qu'il... Bah si, il y a forcément un genre qui ressort. Mais c'est vrai que j'ai regardé beaucoup plus de films d'action, mais c'était pas forcément par choix non plus. Mais ouais, pas de genre... Ok, moi tant mieux quelque part. Bah, moi, après voilà, comme pour toi Théo, je suppose effectivement, tant que le film est bon, je pense qu'on peut regarder un petit peu de tout, mais c'est vrai que moi personnellement, c'est vrai que j'aime bien un peu tout ce qui est science-fiction. Après, c'est vrai que j'en ai pas regardé non plus des masses. Hein. Je peux pas dire que je suis la spécialiste de la science-fiction, mais c'est vrai que c'est un genre qui
qui me parle, qui me plaît bien. Ou ouais, voilà. Après, il y avait des genres, j'avais jamais fait l'effort d'aller voir. Et puis un jour, je me dis, tiens, je crois que c'était Mia et le loup blanc, quelque chose comme ça, et le lion. Et je suis allé voir et je me dis, oh, génial, trop bien. Ouais, et après, il y a plein de films comme ça. Il y avait un film qui est sorti là, c'était Andrew Garfield qui joue le rôle d'un homme qui se fait renverser par une fille. C'était une chef, elle voulait faire le Bocuse d'or et en fait, elle a le cancer. Et toi, moi, je sais plus c'est quoi le nom du film, mais pareil, un genre de film, d'habitude, je serais jamais allé voir. Et là, je me dis, ah, ça a l'air pas mal. Ouais. Et c'était vachement bien. Ou un film français, Les choses simples aussi. Ah, ouais. Ça, j'ai trouvé ça super. Pourtant, c'est des films avant, je me suis dit, oh, ça a l'air chiant comme la pluie. Et puis en fait, j'arrive là-dedans, je me dis, waouh. Ouais, bah, c'est ça, de temps en temps, je pense qu'il faut se laisser surprendre aussi et sortir un petit peu de tout ce qu'on a l'habitude de voir. Parce que, effectivement, en fait, il y a des films qui ont l'air un peu film d'auteur, peut-être un peu rébarbatif, un peu long, et qui en fait. Qu'est-ce que ça serait l'amour au présent, hein? Je sais pas. Ah oui, voilà. L'amour au présent, merci, c'est ça. L'amour au présent. Le film. Ouais, oui. c'est ça, l'amour au présent. Je suis allé voir tout seul, c'était un plaisir. Ouais, mais c'est ça, que parfois. Mais là, on a eu, je sais plus films, c'était quelle année, je crois que c'était 2024-2025. Il y a eu vraiment une période, je trouve, où il y a plein de films qui sont sortis. Genre, je sais qu'en une semaine, dans cette semaine-là, je suis allé voir Minecraft, mais ça, c'est autre chose. Mais j'étais allé voir Mickey 17 et j'avais enchaîné avec. Comment ça s'appelle? J'ai oublié. Il y avait l'acteur là qui joue dans Insaisissable et dans le film sur Mark Zuckerberg là. Je sais plus comment il s'appelle. Ah oui, je vois de qui tu parles. Moi, je me souviens plus de. Je me souviens plus. Oui, les magiciens qui. On va faire une recherche. A Real Pain, voilà. A Real Pain. Deux frères qui partent en vacances pour aller revoir un peu leur famille, enfin pas leur famille, mais ils vont revoir là où il y avait leur grand-mère, quelque chose comme ça. Mais enfin pareil, ça c'était un super film. Il y a plein de films qui se sont enchaînés où je me dis waouh, il y a un coup de renouveau déjà là-bas et puis dans le film français avec Les choses simples. Et je me dis c'était une plutôt bonne année quand même. Il y a eu des belles perles. Ouais, c'est vrai. Mais de toute façon, je pense que j'en reparle un petit peu après, mais que en fait, mine de rien, le cinéma français est plutôt bon aussi. Il est plutôt bon, mais il stagne un peu quand même. Je vais vous en parler après. Ça croupit. Est-ce que, à l'inverse, il y a des genres que vous ne regardez jamais ou qui ne vous intéressent pas? Les films romantiques, je fronce. Ouais. Les films de Noël. Non, pas les films de Noël. C'est drôle. Les films de Noël sur la 1, pendant que c'était à Noël et qu'il est midi et que qu'il est 13h, t'as fini de manger et TF1 se disent on va leur mettre des films de Noël. Et les films de Noël, c'est une fille qui sort du travail ou qui est en congé et qui essaie de se retrouver, qui arrive dans une petite ville et qui tombe sur un mec qui, lui, soit est tuné, soit est complètement à la ramasse financièrement, professionnellement. Et il tombe amoureux et après ils fêtent Noël tous ensemble et c'est que des films comme ça et ça c'est des films je n'y touche pas. De toute façon les seuls films de Noël qu'on retiendra c'est Maman j'ai raté l'avion et Die Hard. Voilà, c'est les seuls qu'on retiendra qui sont vraiment bien quoi. C'est ça, mais les films de Noël puis les films d'amour, mais vraiment amour à l'eau de rose, genre big amour de rose. Non, ça ne, j'avoue que ça, après je dis ça, c'est effectivement un genre que moi je n'apprécie pas beaucoup non plus, mais bizarrement quand c'est dans les dramas coréens ça me dérange pas parce que ça me fait rire. Mais oui, mais après justement le côté vraiment drama et aussi c'est des petites séries en plus ça, non? Oui, souvent c'est des épisodes c'est surtout des épisodes des séries quoi, c'est pas. Mais genre ça en vrai comme c'est une série en vrai ça m'amuse un petit peu, ça me dérange pas. Ça fait un peu la nouvelle telenovela. Du coup c'est un peu rigolo de retrouver ça, mais après quand vraiment on me dit tu veux venir au cinéma, il y a un film d'amour où ils sont en mode romantique et il y a des plans sans bruit et après ils se tiennent la main et tout, ils sont dans le parc, ça va aller. Quand c'est juste une scène dans le film romantique ça va, mais si c'est que tout le film est basé sur ça, c'est peut-être un peu genre, il faut des scènes de romance de temps en temps, mais pareil après si c'est des scènes de romance forcées parce qu'il faut une romance, mais quand t'as un film qui tournait autour des scènes romantiques et tout, t'es là tu vois c'est trop. Ouais, c'est vrai que c'est pas non plus un genre que j'apprécie grandement quoi, c'est pas. Je préfère regarder un bon nanar là. Quand c'est une version parodiée de ça. Oui, après voilà, si c'est une parodie, mais c'est une parodie. Quand j'avais vu la parodie, moi j'ai vu la parodie de 50 nuances degrés. Voilà. Mais ça, je trouve qu'on a un gros manque de films parodies aujourd'hui. Genre, faudrait genre les films parodies sur Fast and Furious, pareil, c'était drôle. Scary Movie, alors là, c'est pépite. Mais justement, il y en a un qui va ressortir là en 2026. Donc à voir ce que ça va donner. J'espère ils ont repris ceux que je préfère. Oui, les acteurs
filles. Premier. Incroyable. Ouais, bah ouais. Mais ouais, je pense qu'il y a un manque de. Ouais, c'est pas faux. Je sais pas si c'est parce que les gens sont beaucoup plus à fleur de peau aussi ou quoi, mais enfin, il y a un trop gros manque de films. Après, c'est vrai que si on faisait des parodies à chaque fois qu'il y a un film qui sort et qui commence à être connu, ça peut être un peu lourd. Mais puis quand on voit le budget d'effets spéciaux aujourd'hui sur la plupart des films, va faire une parodie, ça fait cher la blague. Mais moi, il y a un manque. Il y a des films, il faudrait refaire une parodie ou mélanger plusieurs parodies ou mélanger. Comme ils avaient fait. Comment ça s'appelle? Super Hero Movie où ils avaient mélangé Spider-Man et puis après il y avait un peu de X-Men et après un peu de ci de ça et genre ça c'était drôle, ou Kick-Ass. Après ça, Kick-Ass c'était pas vraiment je crois qu'il y avait un comics à la base. Oui, je crois, mais c'est vrai que ça c'est la parodie un peu de Batman. Oui, après de toute façon à cette époque toutes les BD avaient un peu leur Superman, leur Batman, oui, leur machin, oui, bien sûr. Putain, je crois que t'as le père de la petite fille qui a Kika, je crois que ça s'appelle Bat Papa, je crois. Il tire dessus avec un pistolet alors qu'elle a un gilet pare-balles et fait tiens regarde. Hop. Mais ça c'est des films en vrai on en manque un petit peu, des films vraiment des films mais bien écrits quoi. Ouais, genre, c'est ça. à souhait, mais genre C'est Xavier Nanar. de l'absurde mais bien réfléchi quoi. Vraiment, t'as des bons films drôles. Ouais. Genre, moi, ceux qui m'avaient marqué, t'as les films Ted. Oh oui, ça, oui. Puis la série aussi, Ted, qui est super drôle. Il y a Paul l'extraterrestre, Paul. Mais lui, il m'a fait bien fait Paul l'extraterrestre. Ah oui, Paul, ouais, pareil, ça, c'était vachement drôle. Mais ouais, celui-là, vraiment, moi, ils m'ont marqué parce qu'il était vraiment très drôle. Quoi. Genre, tu penses que l'alien, il est super intelligent, qu'il est droit dans ses bottes, mais en fait, il est aussi con que les deux autres. Ouais, mais c'est bien de... Quand il ressuscite le piaf, il dit « Oh, je mange pas un piaf mort, moi, c'est dégueulasse. » Oui, ça c'était très drôle. Ça. Il se fait chier à ressusciter le piaf, et puis derrière, il le mange. Mais je trouve ça intéressant d'avoir un personnage ultra, omniscient. Enfin, il a énormément de savoir et tout. Et en fait, il est pas du tout comme on pourrait s'y attendre. C'est pas juste un personnage chiant où il dit moi je sais de faire là, c'est genre justement il a son savoir et du coup il a un énorme détachement de la vie et ça prouve aussi peut-être un nouveau point de vue par rapport aux gens intelligents plutôt que ce soit juste des gras de papier ou des trucs comme ça. Ça montre aussi des fois le détachement que tu peux avoir quand t'as énormément de savoir, mais je trouve ça super drôle et tout est drôle dans ce film de toute façon. Tant mieux qu'ils en ont fait qu'un parce que des fois les suites ouais mais après pareil tu vois comment tu fais une suite là-dessus aussi. Je trouve qu'il vaut mieux laisser mourir un peu et puis genre par exemple faudrait que Fast and Furious prenne l'exemple. On parle de Scary Movie tout à l'heure, il y en a vraiment qui étaient trop pourris, genre je crois que c'est le 5 là, il est pas fou. Moi je l'avais bien aimé le 5. C'est ça que j'ai pas... c'est le 2, je sais pas. Je préfère le 2, attends le 2. Bon, de toute façon le mieux pour moi c'est le 1. Le 1, moi c'est le 3. Le 3 que j'ai beaucoup aimé aussi. Je vois vos pieds. Derrière le canapé là. Et puis il y en avait aussi un autre humoristique que j'aimais bien, c'était Maison hantée, c'était la parodie en gros de l'Exorciste. Ah oui. Je crois, c'est ça. Ouais, je vois. C'est avec Marlon Wayans. Après, c'est vrai que nous, à la base, on a beaucoup rigolé aussi devant l'Exorciste ou Conjuring. Ouais, on a bouffé de rire. On sait pas si c'est parce qu'on a pas peur ou si ça fait pas peur. Enfin, en principe, ça fait peur, mais est-ce que c'est parce qu'on était entre potes et que du coup, voilà, ou est-ce que parce que après moi, quand j'avais regardé la suite, moi tout seul, j'avais déjà rigolé donc. Donc finalement, c'était des bons films, mais bon, le principe de faire peur était pas trop là pour moi. Je pense aussi qu'on est je vais peut-être être un peu dans les clichés parce qu'il n'y a pas que nous, mais tu sais, on est une génération où je pense que tu vois, avoir grandi justement avec des effets spéciaux, il y a Internet aussi, le fait que du coup on est moins sensibilisé aussi à l'horreur en film, même s'il y a forcément des choses qui restent effrayantes, tu vois, que je vois d'autres personnes, j'ai l'impression que c'est pas la même tolérance à l'horreur ou c'est dans comme notre ça. conscience de savoir que c'est pas réel et que voilà, ça peut pas nous atteindre ou quoi, alors que ceux qui ont vécu sans et que quand c'est arrivé, eux fallait qu'ils s'habituent et qu'ils se mettent en tête que c'est nouveau et que c'est pas, enfin ils ont pas inconsciemment vu le truc, ils ont dit oui ça n'existe pas, c'est un effet spécial et tout machin, genre. L'exemple typique c'est Les Dents de la Mer. Quand t'entends qu'apparemment à l'époque quand c'est sorti, il y a plein de personnes qui ont pris peur, etc. Même ma mère elle m'a raconté qu'après ça elle voulait plus se baigner alors que nous tu le vois, t'es là ok. Mais bon, le requin il mange le bateau quoi. Ouais voilà, c'est amusant certaines fois. Après on a aussi un énorme détachement parce que des fois on se dit juste c'est un film, c'est pas impressionnant, mais du coup après ça gâche du coup tout le truc, c'est dommage. Ton premier film d'horreur, si tu le vis pas comme si c'était ton dixième,
Genre, tu t'es habitué. Ouais. C'est ça. Je veux dire, c'est bon, tu sais. Et puis sais tu quoi sens le t'attendre. coup venir, quoi, Ouais. de fou. Genre. C'est ça. Et le problème, c'est que maintenant, pour faire peur, bah, ça va être compliqué parce que tous les plans de caméra qui sont censés te faire peur, bah, ils ont déjà été utilisés. Alors, tu t'attends à ce genre de. Oui, bah oui. Ouais. Après, voilà, c'est ce que je dis. Moi, je sais que des fois, ça m'arrive encore, du coup, d'être quand même attrapé par certains films d'horreur et du coup, d'effectivement, bah voilà. Du coup, les films d'horreur, ouais, bah, après, moi, ils me gravent pas par rapport à s'ils vont me faire Mm. peur, ils vont m'avoir parce que, bah, Ah oui. j'aime bien le côté du frisson Ouais. que tu sais pas qui va survivre de temps en temps. Ouais. Parce que, bon, après, il y a des certains films où tu savais c'est qui va Ouais, mourir, tu tu vois. sais depuis le départ. Ouais. Après, moi, il y a beaucoup de films, justement. Il y avait un film, c'était, je sais pas si c'était de l'horreur, mais il y avait, c'est une fille qui faisait de la natation, je crois quasiment olympique, Mm. et il y a une énorme tempête. Et genre, il y a de l'eau, des inondations de partout, et elle essaie d'aller rechercher son père. Et en fait, ils doivent récupérer quelque chose, ou pour sortir de la maison, faut qu'ils passent par les sous-sols. Et genre, en fait, il y a des alligators et tout qui traînent. Ah, c'est bien le truc, ça. Et genre ils sont obligés de s'en sortir, et en fait personne ne meurt Mm. dans le, enfin si, il y a des gens qui meurent, mais pas les personnages principaux. Principaux, ouais. Enfin, la fille ne meurt pas, le père ne meurt pas, je crois il y avait un chien aussi, il ne meurt pas non plus. Et en fait genre quand à voir ce genre de film à l'époque où il n'y avait pas trop de personnages féminins qui avaient un rôle comme ça, un rôle fort, et ça faisait du bien. Parce que je crois il est sorti 2017, 2018, un truc comme ça. Et genre ça donnait un coup de frais un peu au genre. Le changement. C'est ça. À l'époque, généralement, le protagoniste c'était toujours un homme masculin fort. Ouais. Mais c'est ça, là, ça Et, donne de l'importance au rôle féminin dans le cinéma, c'est bien. Comme dans les jeux, au moment où il y a Lara Croft qui est venue, bah voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a encore des fois Mais, qu'il y a des choses qui changent quand mais même. après, pour le côté où on a plus peur, enfin, nous, on arrivait à parier ce qui allait se passer. Genre, vraiment, on disait, là-bas, je sais plus si c'était Conjuring ou L'Exorciste, mais il y avait le film où, en gros, le gamin, il a un tipi. Et avant, il jouait plutôt dans le film, il jouait avec un camion de pompiers. Et en fait, le truc, c'est que il y a je viens de rechecker le nom là, le fusil de Tchekhov là, où genre s'il y a un détail ou un truc qui a été utilisé dans le film au début ou un moment dans le film, faut qu'il soit resservi. Ouais. Sinon, ça veut dire qu'il sert à rien, machin. Et en fait, genre, il avait joué avec un camion de pompiers. On l'a vu aller dans le tipi. Et à un moment, on s'est dit, là, ça commence à faire peur. Il faut commencer à rentrer dans la piste de jeu. Et ils ont dit, on a dit, oh, regarde. Ce qui est sûr, c'est que le gamin, il va aller dans sa salle de jeu parce qu'il entend du bruit. Et le bruit, ça va être son camion de pompier qui va faire du bruit. Et le camion de pompier va sortir du tipi vers lui. Qu'est-ce qui se passe? Il va dans la pièce parce qu'il a entendu le camion de pompier. Et le camion de pompier sort du tipi. Et on s'est dit que c'était prévisible d'une force. Mais malheureusement, justement, si on s'y attend et que ça n'arrive pas, il y en a qui peuvent être déçus. Donc, malheureusement, encore une fois, c'est du goût et des couleurs. Il y a tellement de possibilités. Est-ce qu'il faut plaire à ceux à qui ils s'attendent? Est-ce qu'il faut plaire à ceux qui s'y attendent pas? Enfin. Ouais, c'est des questions compliquées. Moi, je le vois aussi parce que moi, personnellement, du coup, j'écris un scénario. Et c'est vrai qu'il y a ce côté-là où, à la fois, faut pas être trop dans l'originalité pour pas partir dans des histoires où en fait à vouloir être original tu te retrouves à faire pas perdre le spectateur, voilà, à perdre le spectateur, à mettre trop de détails, à en fait même te perdre toi dans ce que tu veux dire. Et du coup c'est vrai que parfois faut réussir à se redire bah attends, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui est entre guillemets simple pour ensuite partir sur quelque chose de mieux. Mais c'est vrai que des fois bon t'as des choses qui sont prévisibles, quoi. Tu dis bah oui, bah voilà, encore. Ouais, bah oui. Toujours la même personne. C'est pour ça que je pense que au début du cinéma, ça devait être bien plus intéressant de voir des films, parce que comme il y avait tout été nouveau presque, ça devait forcément être beaucoup plus captivant. Et c'est peut-être pour ça du coup que les personnes plus âgées qui regardent des films plus vieux ont un énorme intérêt. Ils essaient absolument de dire mais si c'est incroyable, et en fait c'était vraiment le côté de l'époque, c'était nouveau. Peut-être, effectivement. Donc c'est peut-être pour ça aussi que nous on a du mal maintenant, et comme on est habitué de fou, et c'est pour ça qu'on a plus peur dans le film, parce qu'on s'attend absolument à ce qu'on va voir, et puis on aura toujours vu quelque chose de pire avant ou quoi. Donc, on se dit bon, on s'y attend. Et puis après il y a faire peur, et parce que ça c'est un truc que mon père a un amusement énorme à nous faire sursauter. Et il dit je vous ai fait peur. Il dit non, tu nous as pas fait peur, tu nous as fait sursauter, tu nous as surpris. Et moi je trouve que les gens ont du mal à faire la différence, parce qu'ils disent si regarde ça fait peur, j'ai sursauté. Oui mais techniquement comment on définit du coup la peur? Est-ce que la peur c'est j'ai vu ça, j'en ai fait des cauchemars,
ou est-ce que la peur c'est ça m'a surpris, j'ai sursauté, j'ai eu peur. Enfin, Ouais. parce que tu peux entre guillemets à n'importe quel moment dans le film, tu mets un jumpscare, c'est le principe, c'est ça te surprend, Ouais, tu sursautes. Donc après, forcément après ça peut entre guillemets te donner un petit trauma et te dire j'y ai repensé encore tout à l'heure. Mais c'est pas la même genre de peur, genre c'est ça surprend mais ça fait pas peur. Ouais. Genre, Bah oui, c'est ça, ouais, tout à fait. Bah par exemple, moi le truc typique, c'est que pour les screamers, après c'est fait exprès, sinon ça s'appellerait pas non plus comme ça. C'est que s'il y avait pas le son et que t'as juste l'image, bah effectivement ça te fait pas. Et moi je trouve que ça fait plus peur. Ah ouais. Genre je vois pas du tout c'est quoi le film dont je veux parler là, mais j'ai la scène bien en tête. Il y a un gars, il est dans une sorte, je sais pas si c'est un sous-sol ou quoi, mais genre il se balade et il a une lampe torche et il se tourne et en fait tu vois juste un visage qui ressort avec un énorme sourire, les yeux grands ouverts et le visage il se hop comme ça. Et genre là je dis ça m'a surpris et ça m'a fait peur, mais enfin ça m'a fait peur, ça m'a surpris, mais pas parce que ça m'a détruit les oreilles, mais parce que ça m'a surpris visuellement et parce que je m'y attendais pas et que le truc est quand même assez perturbant, genre puis en plus c'est pas genre, c'est parce que souvent il y en a qui font le personnage le voit et il se cache direct, c'est genre il le voit et il y a genre 2 petites secondes et après le truc se barre doucement et tu te dis là ça m'a surpris quand même, parce que genre c'est ouais, je comprends. En fait, le truc, c'est que moi, je sais que déjà, les sons très forts, moi, j'ai du mal. Donc, en fait, ce qui me surprend et ce qui me dérange, c'est les cris. Enfin, dans les screamers, tu vois, dans les trucs, c'est les moments où d'un coup, tu vas avoir, justement, un son très fort qui te crie dessus ou je sais pas quoi. Ça m'énerve parce que j'aime pas ça. Mais sinon, c'est vrai que, forcément aussi, comme toi, là, tu me parles de ton exemple. Du coup, je l'imagine un petit peu. Je me dis, effectivement, je pense qu'à ce moment-là, ça va me surprendre. Il y a des choses, effectivement. Mais c'est vrai que moi, s'il y avait juste l'image, ça me surprendrait moins que si en plus il y avait le son. Parce que je sais que, en plus, c'est ces moments-là où tu t'attends à ce qu'il va y avoir quelque chose et tu dis à quel moment ça va péter le son, tu vois. Oui, c'est ça. Mais là, du coup, comme t'entends absolument rien, c'est vraiment toute la scène est sans bruit et tu t'attends à ce qu'il y ait du bruit, mais en fait, il n'y en aura aucun et il y a juste une image. Ça, c'est pas mal parce que du coup, ça travaille un petit peu justement la tension, l'angoisse de se dire justement à quand est-ce que ça va péter. Et moi, je suis à la maison, j'ai mes écouteurs et là, je me tourne, il y avait personne derrière moi, je me retourne 2 secondes après, il y a mon père en face de moi comme ça et vraiment, je sursaute. Qu'est-ce que tu fais là quoi? Il y a plein de trucs comme ça où il s'amusait tout le temps à faire ça, genre quand il savait qu'il rentrait et que nous on savait pas quand est-ce qu'il rentrait, des fois il voyait qu'on était dans la cuisine, il voyait qu'on était concentré sur notre truc et puis il attendait dans la fenêtre avec un énorme sourire et il passait et quand on se retournait on le voyait juste la tête et alors il n'y a pas besoin de bruit ou quoi, c'est juste l'image, mais je pense que ça marche, la surprise, mais du coup c'est pour ça que c'est dommage maintenant que ce soit trop prévisible, mais il y a des fois où justement c'est forcément prévisible qu'il se passe quelque chose, mais le fait de pas savoir quoi et le fait de s'attendre à quelque chose et que ce soit pas ça, mais après par contre forcément si on se dit on s'attend à ce qu'il y ait un truc qui fasse peur, au final rien ne fait peur, voilà, c'est juste décevant. Après ce qui est pas mal aussi, c'est ces côtés où tu t'attends à ce qu'il va y avoir un truc puis finalement il y a rien, puis admettons c'est un personnage qui se retourne, tu sais t'as ce moment où t'es rassuré puis il se retourne et puis en fait il y a bien quelque chose, et à la fin en fait il s'est rien passé du film. Mais après on est aussi, je pense, nous, notre génération là, 2000-2006 et tout, puis jusqu'à après encore, en fait, on est né à une période où il y a eu la sortie des jeux Five Nights at Freddy's, qui était beaucoup centré sur le côté jumpscare, screamer. Il y avait avant ça, il y avait autre chose aussi. Il y avait quoi? Il y avait Slenderman. Ah oui, aussi. Qui était quand même précurseur aussi de toutes les creepypasta, où effectivement c'est pour ça que j'ai parlé un peu d'internet, c'est qu'effectivement... Oui, puis il y a Jeff the Killer aussi, c'était une image assez perturbante, mais enfin en fait on est arrivé aussi dans cette période où il y avait tout ce genre de choses, soit des images perturbantes où on les mettait vite fait et ça nous faisait peur sans bruit, et puis après le côté jumpscare screamer dans les jeux où ça nous faisait peur, mais parce qu'une image soudaine parfois assez un peu perturbante mais surtout très bruyante, et où en fait ça nous surprend, c'est ça, et du coup on est habitué au bruit un peu fort, mais ça surprend toujours, ça fait plus peur mais ça surprend toujours parce que ça fait mal aux oreilles. Le mixage, je trouve le mixage audio maintenant dans les salles de cinéma, souvent c'est la musique est 10 fois plus forte que les dialogues, il va rien se passer et tout le film tu dis le film est plutôt bien mixé, il ne se passe rien au niveau du son, ça reste assez léger, et puis en fait ils vont monter le son très fort juste pour le screamer. Et du coup tu te dis super, j'ai perdu un tympan mais ça m'a pas fait peur. C'est vrai.
honnêtement, moi, ce qui me fait peur, ça va être Petit Screamer, ça c'est sûr. Surtout peut-être l'aspect de la créature, quand il est vraiment dérangeant son aspect. Ouais, tu vois, bien sûr. Il fait peur, tu te dis que s'il existait, bon, je le veux pas devant ma ouais, c'est clair. Ah ouais, il y a totalement ce truc-là. Bah moi, je repense à un film, bon, on dérive un peu sur du coup le genre de l'horreur, mais c'est intéressant. C'est Pet Sematary qui est du coup un film adapté du roman de Stephen King, où en gros à un moment donné dans l'histoire, dans le passé de la mère de famille, elle avait une sœur qui était atteinte d'une maladie, alors je ne sais plus ce que c'était comme maladie, mais qui fait que ça la rendait très maigre et malheureusement ça l'a déformée un petit peu aussi au niveau de son corps parce que les os, ça je crois que c'était une maladie au niveau des os, je sais plus. Non, c'était pas ça, mais en tout cas, bref, ça l'a déformé. Et je sais que rien que ça, cet aspect où justement ça joue sur la déformité des corps, où c'est un corps que tu reconnais en même temps que tu reconnais plus, c'est ce côté-là un peu dérangeant. Je sais que ça me terrifiait, tu vois. Je sais que j'avais pas envie de voir à quoi elle ressemblait à la fin, quoi. C'est triste, mais en même temps. C'est un corps humain, mais genre. Il a une malnutrition extrême à cause de la maladie. Oui, et puis c'est même pas ça, parce que c'est même pas l'anorexie, c'est vraiment le fait que c'est surtout une scène en particulier, en plus dont je me souviens, où c'est dans une scène avec un monde plat, où le personnage du coup se retrouve dans un monde plat. Et justement, je sais que j'avais pas envie de voir cette scène-là, parce que je savais qu'elle allait être complètement déformée, quoi, parce que la maladie l'a rendue comme ça. Parce que ça touchait pas du coup que l'anorexie, c'était vraiment dans l'aspect physique, c'est que ça l'a déformé. Et donc je sais que moi j'avais pas envie de voir ça parce que j'aime pas ça, quoi. Bon, on va passer un petit peu le côté horreur, même si on pourrait en parler pendant des heures, je pense. Là, la suite, c'est du coup, est-ce que les films d'animation sont-ils sous-estimés selon vous? Je pense que oui. Oui. D'ailleurs, moi je me posais la question, parce que j'avais eu ce débat avec mon prof de cinéma. Pour vous, Avatar, est-ce que on peut considérer ça un peu comme un film d'animation en partie, ou est-ce que c'est juste un film avec énormément de CGI, genre et d'effets spéciaux? Pour moi, c'est un film CGI. Ouais. Disons que c'est vrai que c'est une question assez compliquée. Plus le deuxième après, parce que le premier, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de scènes tournées réelles avec des effets spéciaux, mais le deuxième est quand même vachement plus axé sur le peuple et les effets spéciaux et les machins. Donc est-ce qu'on se rapproche pas du film d'animation un petit peu? Je pense que c'est une question tout à fait c'est une bonne question que tu poses là, parce que effectivement quand tu prends les films d'animation aujourd'hui 3D par exemple Disney, Pixar, etc. C'est de la 3D aussi derrière, c'est juste que c'est pas le même design, etc. Donc est-ce que Avatar effectivement rentrerait en ligne de compte de dire que c'est un film d'animation parce que c'est des effets spéciaux, dans le 2, mais c'est de la 3D, quoi. Il y a tellement de retouches, il y a tellement de couches d'effets et de dessins et de textures et de machin. En fait, il y a tellement que puis même les décors sont quasiment faits de toutes pièces. Enfin, il y a des structures qui sont déjà faites de base. Mais c'est vrai que sont tout tellement reste retouchées quand même tout derrière en fait. et ça c'est pas ordinateur. Au final, c'est c'était pas pourquoi j'ai pas mangé mon père qui a été fait en motion capture en grosse partie, un truc comme ça. Je connais pas ça. Et c'est pour ça du coup que le personnage que Jamel Debbouze double n'a pas de deuxième bras non plus. Mais en fait, du coup, ça c'était un film d'animation, mais c'était principalement de la motion capture. Mais là, du coup, c'est aussi de la motion capture, mais bien plus poussée, avec bien plus de détails et énormément de couches d'effets spéciaux en plus et en plus et en plus et en plus. Donc, est-ce qu'on est vraiment toujours sur un film live action? Ou parce que, voilà, c'est comme le Roi Lion live action. Est-ce que c'était vraiment un live action, ou est-ce que, je pense qu'il y a même une autre question qui se pose aussi là-dessus, par-dessus ça. C'est que beaucoup pensent que les films d'animation ne sont faits que pour les enfants. Oui. Alors qu'il y en a effectivement qui sont quand même faits pour les adultes. Et c'est vrai que du coup cette question se pose également pour Avatar, parce que certains peut-être ne le mettraient pas en film d'animation en se disant que c'est trop adulte. Sauf qu'effectivement t'as tout ce côté de c'est quand même fait en 3D avec des couches, etc. T'as tout ce travail derrière. Et il y a aussi cette question là justement de film d'animation. Film d'animation pour adultes. Mais encore une fois,
parce que je viens de repenser, c'est parce que je me souviens, c'était une amie qui me disait qu'elle avait eu cette discussion-là, ou ce débat-là avec son frère. C'est 3D pour les enfants et film d'animation 2D pour les adultes. Tu vois, c'était un peu ce côté-là de la 2D rend les choses plus sérieuses. Mais tu vois, c'est toutes ces questions-là de comment on range les choses, en fait. Bah, je vois l'idée, mais après, je suis pas d'accord à fond parce que Sausage Party il a été fait en 3D, je crois. Enfin, en tout cas, ça a un allure. Pareil pour Spartacito. Mais c'est pas des bons exemples parce que c'est des films. Moi, j'appellerais même pas ça des films pour adultes. J'appellerais ça des films pour ados, genre 16-18. Ouais, c'est pas des. Qui sont. Disons qu'ils ont pas. C'est un humour, humour immature, c'est tout. Ouais, c'est ça, c'est très. C'est juste immature, c'est pas pour adultes, c'est purement immature, c'est pour les jeunes adultes ou les ados. Donc, mais ça aborde des thèmes qui sont censés être interdits au moins de 18. Ouais. Mais en film, je suis sûr qu'il y a des films d'adultes 3D. Hein. Bah oui. Bah, en fait, moi je compare souvent ça en me disant parce que justement quand elle m'en parlait, c'était la discussion de toute façon à chaque fois que tu fais de la 3D, c'est pour les enfants, et la 2D souvent c'est des thèmes plus sérieux. Je pense par exemple à Spider-Man. Vous savez, qui est sorti en 2D, ou même Tortue Ninja, je crois, à un moment donné, où les graphismes sont super beaux, là, un peu en mode comique. Après, pour Spider-Man, après, il y a énormément de techniques, hein. Il n'y a pas que Non, je sais, mais dans le sens où, tu sais, c'est pas la 3D lisse comme mais comme en Disney, etc. Oui, je vois ce qu'elle veut dire, c'est pas genre 3D, genre t'as les robots Carpoli, Fou Max, mais... Ouais, elle travaille en 3D, donc elle défend la position que la 3D peut parler aux adultes. Et par exemple, moi je prends, alors c'est pas des films d'animation, mais tous les jeux vidéo, c'est de la 3D et ça parle aux adultes. Bah du coup, parce que comme il y a beaucoup de jeux vidéo, après forcément c'est parce que cette époque-là ça existait, mais tout ce qui est les animations sur Apex Legends, sur Red Dead Redemption, où c'était de la motion capture, est-ce qu'on peut considérer la motion capture comme de l'animation ou pas? Parce que techniquement c'est pas, tu redessines par-dessus, mais tu redessines sur une animation déjà faite. Ouais, bah disons que ton squelette est plus facilement repérable, parce que souvent en animation, tu fais un squelette que t'animes et après tu dessines par-dessus. Là, pour le coup, effectivement, t'as déjà ton squelette avec les animations et t'as juste à rajouter par-dessus. Bah c'est ça, en fait, ils enregistrent les mouvements et après ils retravaillent dessus et ils remettent, entre guillemets, pour faire très grossier et simple, ils remettent des skins et puis oui, c'est ça. T'as des films d'animation en mode tata modelé. Voilà, c'est gros vite. Ouais, non. Ça m'a toujours effrayé. C'est super gênant, je sais pas, il y a un truc. Ah ouais, non, j'aime bien. Après, les 2D, il y a de l'animation 2D pour. Il y a beaucoup d'animations 2D pour enfants. Bien sûr. Les mini-justiciers. non mais c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Mais... Bon, après, effectivement, malheureusement, j'ai pas d'exemple de film 3D qui pourrait parler. Enfin, qui serait avec un thème peut-être un peu plus adulte, un peu plus sérieux que pour les enfants. Mais moi, effectivement. C'est entre les deux, je pense. En fait, le truc, c'est que voilà, t'as des films d'animation qui sont dits pour les enfants, mais qu'en réalité, t'apprécies quand même quand t'es adulte. Bah, il y a Wall-E, par exemple, tu vois, qui... on va tricher. Il y a un Pinocchio qui a été fait en 3D qui est plus sombre que le vrai Pinocchio. Oui, est-ce que c'est celui où à un moment donné, je crois que c'est déjà dans l'histoire, mais... Parce que moi, j'en ai un en tête où justement, tu sais, il se transforme en âne, etc., machin. Ça m'avait traumatisé ce truc-là. Ouais, j'aurais peut-être pas dû taper ça comme ça. Il y a... après ça, c'est celui de l'original de Disney qui se mord d'un âne. Ah ouais, je me souviens plus, je me souviens surtout de cette scène et puis de la baleine. Je sais qu'il y en a un qui vont le refaire en 3D où même Pinocchio, il est plus, il fait moins petit garçon. Ouais. Vraiment, là, on dirait qu'il est sculpté dans le bois. Ok. Arcane. Ouais. C'est de la 3D, repeinte 2D. repeinte à la main derrière. Comme, je pense, Spider-Man. Ouais. Je pense que c'est un peu comme ça aussi. Enfin, je sais pas trop comment il a été fait. Mais après, techniquement, je veux dire, Arcane, les épisodes sont quasiment des films à eux-mêmes, presque. Oui, clairement. Techniquement, voilà, mais c'est de la 3D repeinte à la main derrière de manière un peu peinture. Mais ça aborde des thèmes c'est plus pour les adultes pour le coup. Après. Mais encore une fois, c'est rigolo de. Bon, alors,
on va pas cracher dessus parce que c'est magnifique. Mais encore une fois, tu sais, il y a ce côté de ils ont repeint par-dessus pour créer une fausse 2D pour que Il y ça a ait l'air. beaucoup de films qui font ça du coup. Oui, je sais, mais justement pour que ça ait l'air plus sérieux. Tu vois, encore une fois, c'est ce côté de on retombe dans le côté est-ce que la 3D, qui est du coup de la 3D lisse en ce moment, Oui. côté Disney, etc. Mais avec Hoppers, était assez lissé, assez douce, assez puis un peu cartoon. Ouais. Mais enfin, entre guillemets, c'est vrai que du coup, on retrouve vachement le 2D, mais c'est fait Ouais, ça reste quand même de la 3D. 3D. Oui, Parce c'est qu'après, vrai tu prends, c'est vraiment nul, mais tu prends l'exemple de Guts. Ils avaient fait de Berserk. Ah oui. Ils avaient refait un Berserk en 3D, très très moche. C'était de la 3D, mais c'était pour un peu plus pour adultes, puisque c'était de la violence, tout ça. Après, c'est vrai que maintenant, la 3D, soit on repeint dessus, soit on essaie de lui donner un côté bien plus détaillé, bien plus de problème avec ça. Je trouve au contraire que la détailler comme ça, c'est très bien. Et ça apporte. Comment ça s'appelle ? Je sais pas si c'était The Next Level ou Secret Level, Next Level, je sais plus, mais moi j'ai un exemple. Ouais, ou ça aussi, mais j'ai un extrait, ça doit être une série, pas un film, mais genre un mec qui se retrouve sur une île avec son serviteur, et en fait c'est une île où tu peux pas mourir, et le roi du coup tous les jours il essaie de venir prendre le trône, et genre c'est de l'animation du coup 3D de mémoire, c'est de la 3D, mais du coup là c'est de la violence, il y a des bandes de coupées, donc techniquement c'est pas vraiment fait pour les enfants. Ouais. Mais comme malheureusement maintenant l'animation c'est beaucoup plus centré pour les enfants, moi je pense quand même que l'animation a une énorme place dans le cinéma. Donc, je pense aussi. Oui, parce que la question de base c'était quand même savoir est-ce qu'il est sous-estimé en fait il est sous-estimé, dans un sens sous-estimé parce qu'il est beaucoup restreint sur le fait que c'est pour les enfants. Ouais. Alors que pourtant, il y a les films Resident Evil. Mais bon, après, est-ce que c'est la motion capture ou est-ce que c'est de la vraie animation ? Et puis pareil, c'est pas, entre guillemets de la tribu, c'est pareil, parce que du coup, est-ce qu'on considère les... par exemple, là, il y a le film Chainsaw Man qui est sorti il y a pas si longtemps que ça. Est-ce qu'on considère ça, du coup, on peut considérer ça comme un film d'animation, ouais. même si c'est basé d'un manga qui est sorti en animé, ça reste un film d'animation. C'est de la 2D pour une très grosse partie. Je crois qu'il y a eu quand même des petits morceaux de 3D. Je suis pas sûr, mais en tout cas c'était principalement de la 2D. Et d'ailleurs 2D qui est en tout cas, je crois dans la première saison de l'animé Chainsaw Man, il y avait une 2D qui était très cinématographiée. Il y avait vraiment ce côté essayer de le faire en mode réel, en mode cinéma. Il y avait énormément de références au cinéma aussi dans les plans, quand tout ça dans l'intro. Et ça, j'ai trouvé ça super. Ouais, ça c'est vrai. Ce côté redonner un côté cinéma et une crédibilité cinématographique à de l'animation d'aujourd'hui, je trouvais ça super comme DA. Ouais, c'est bien joué. Ouais. J'avais vu ça passer effectivement. Là, j'ai regardé un peu les films que j'ai dit d'animation mature. Ouais. C'est vrai que je me rappelle de ce film, ça fait très longtemps, mais ça s'appelait Numéro 9. Ah oui, effectivement. C'est vrai. Comment ça s'appelait Il y avait un autre film, après c'était pour les enfants, mais ça restait quand même un peu plus mature. Mais c'est un film pareil, je sais pas si c'était en 3D ou en stop motion, mais c'était un chien, c'était en noir et blanc, le chien il meurt. Et Frankenweenie de Tim Burton. Voilà. Oui, aussi, la 3D. D'animation sont plutôt. Ouais. Ouais. Voilà. Bah oui, forcément. Oui, par exemple. Après. Alors les nuits de noces, il faudrait revoir parce que je l'ai en DVD et souvent vous savez il y a les making of dans les DVD etc. Mais je me demande si c'était pas juste il y avait forcément la 3D hein, mais en pâte à modeler, pâte fino. Oui, en stop motion. Oui, stop motion. Comme les Trollbox ou quoi, mais box troll. Mais est-ce que ça on peut considérer ça comme de l'animation ? Oui, ça reste de l'animation. Ouais. Et du coup, ça prouve que parce que c'est quand même des films vachement cultes. Hein. Ouais, c'est vrai. Oui, donc voilà. Ça prouve que l'animation a quand même une sacrée pesée sur le cinéma. Oui, aussi, lui aussi, ce film-là aussi. Puis voilà, c'est Gromit apparemment aussi. Film d'horreur. Ouais, je me demande s'il y a des films d'horreur en stop motion. Je sais pas.
Je sais qu'il y avait beaucoup d'effets spéciaux quand il y avait les films d'horreur à l'époque qui étaient faits en stop motion ou en effets spéciaux un peu stop motion. Mais dans The Film, là, ils avaient fait un truc à moitié stop motion avec du chewing-gum ou je sais plus quoi. Enfin, il y avait tout un truc où à l'époque c'était soit du stop motion, soit des effets spéciaux avec des trucs qui font des machins. Ouais, ça c'est pas mal. L'animation, en tout cas, après c'est pareil. Du coup, est-ce qu'on peut dire aussi que l'animation est sous-estimée? Mais est-ce qu'on peut dire qu'elle est sous-estimée parce qu'elle apporte quand même aussi énormément de choses, pas dans des films d'animation, mais l'animation dans les autres films, genre en effets spéciaux et tout, ça apporte énormément de choses, l'animation pour les effets spéciaux, pour redonner un peu de volume à un film live action. C'est pareil, je trouve que on n'est pas obligé de parler de films d'animation, mais l'animation en elle-même apporte énormément au cinéma. Oui, tout à fait. Oui, je pense que de toute façon, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans le cinéma d'animation qui, en fait, ont forcément influencé les cinémas, enfin le cinéma qui n'est pas d'animation, du coup. Ouais. Ensuite, pourquoi, selon vous, les westerns ont-ils quasiment disparu? Parce que c'est plus l'époque. Non, je sais pas. Parce qu'il y a déjà un peu tout qui a été fait sur le sujet. C'est pareil, nous on peut pas vraiment en parler parce qu'on n'a pas trop vécu. Enfin, moi j'en ai vu plusieurs parce que mon père m'a un peu forcé à les regarder. Mais enfin. Qui se foutent. Ouais, voilà. Après, il y a eu des films plus récents sur les westerns. Moi, la balade de Buster Scrooge ou un truc comme ça. Je crois que c'était 1000 façons de mourir au Far West ou je sais plus quoi. Ah, c'est bien ça. Ça. On parle de film d'animation, il y a eu le film d'animation sur le western avec le caméléon, là, je sais plus quoi c'est. Ah oui, Rango, ça, ouais. Super. Ah ouais, c'est bien ça. Incroyable. Ouais. Ça, pareil, pic de l'animation, ça. Pic de l'animation. La manière aussi de comment ils ont enregistré tous les sons aussi, ça pareil. C'est impressionnant ça. Ça c'est un travail, c'est le pic de l'effort dans la conception d'un film, quoi. Ouais, et même dans les jeux, parce que j'avais regardé, ils font pareil, par exemple dans les jeux. Là en ce moment, je suis un jeu qui est en développement et qui normalement, j'espère, sort en mai. Et de temps en temps, forcément, ils mettent des petites vidéos ou Enfin, ils mettent l'évolution en fait du jeu, ils montrent comment ça se passe. Et il y en a un qui travaille justement sur le bruit, par exemple des pas sur un sol. Et du coup, il te montre comment il fait, comment il enregistre. Et du coup, il va sur plusieurs sols différents pour que ce soit réaliste. C'est quoi le jeu? C'est Paralive. C'est comme les Sims, mais avec une patte graphique que j'aime beaucoup et qui j'ai hâte. Voilà. Mais bref, tout ça pour dire que même dans les jeux aussi. Et c'est assez impressionnant de voir comment. Mais c'est aussi. Je sais plus qui avait fait ce documentaire-là, mais où c'était juste un petit moment, peut-être un petit passage. Ouais, c'était les créateurs de Oggy et les cafards, je crois, ou un truc comme ça. Ils te montraient un peu tous les sons qu'ils avaient utilisés pour faire telle chose. Enfin, en tout cas, c'était des personnes qui avaient travaillé sur des dessins animés. Ouais. Un super reportage là sur justement un mec à Disney qui bossait sur tout ce genre de choses, mais tu te dis waouh, à l'époque ils avaient de l'imagination, quoi. Ouais, c'est clair. Enfin, tu prenais à peu près n'importe quoi et tu pouvais faire n'importe quoi comme bruit avec. C'était une époque quand même. Tu prends de la salade et je crois que ça fait l'effet des os qui craquent. Là, ouais, ou les carottes, je sais plus. Tu prends tu prends un poireau et tu le casses en deux. Ouais, ça, moi je sais. Mais enfin, moi c'est un truc qui m'a toujours fasciné, quoi. Ouais. Parce que nous quand on voulait faire quand j'avais fait mes stages de cinéma, on voulait faire des enregistrements son et on cherchait pas à midi à 14h. Quand on voulait enregistrer les sons, on prenait, on voulait enregistrer les bruits de pas sur le bois. On avait un micro-cravate, on le mettait sur le bord de la chaussure et puis on lui disait vas-y, marche, et on enregistrait et ça faisait le bruit authentique. Et eux derrière ils se disent on va pas prendre, pour faire un bruit de pas, on va pas prendre quelqu'un qui marche, on va prendre un truc dans notre placard qu'on va frotter contre un truc dans notre tiroir et ça va faire un bruit qui ressemble plus au bruit de pas que le bruit de pas lui-même. Et tu te dis mais c'est fou, quoi, genre. Ouais. Et en même temps tu te dis c'est un peu bête comme manière de faire parce qu'il y a beaucoup plus simple, mais en même temps tu te dis c'est marrant parce que ça rend un truc plus authentique que le truc original. Ouais, c'est vrai, c'est rigolo. De toute façon, tout le travail autour des bruitages ou même de la voix, c'est impressionnant. Mais, ouais, c'est ça. Mais pour revenir au western, parce que encore une fois,
Non, mais c'est juste pour dire qu'effectivement, je pense aussi que c'est ça, c'est qu'effectivement, de temps en temps, on va retrouver des réalisateurs ou réalisatrices qui vont faire de temps en temps des westerns et ils vont le remanier à leur sauce, mais pas avec le même sujet qu'effectivement on aurait pu voir lorsque c'était un peu l'âge d'or des westerns avec du coup d'un côté les gentils cow-boys ou alors contre les méchants bandits ou les méchants indiens. Mais puis je pense qu'effectivement c'est une époque maintenant qui est un peu, enfin c'est un peu disparu quoi. On en parle moins parce qu'on n'a pas les mêmes priorités, on n'a pas les mêmes. C'est ça. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'après pareil hein, dans les westerns il y a eu il y a eu un début aussi d'évolution d'effets spéciaux. Par rapport quand ils tiraient ou des trucs comme ça, parce que alors c'est pareil aussi à l'époque des westerns au niveau des cascades. Les mecs ils disaient venez, on veut que la façade de la maison tombe sur le personnage principal. Venez, on le fait pour de vrai. Oui, il y avait. Bah, on le fait quand même, mais attention, on calcule bien à l'angle avec laquelle ça tombe. Et genre, tu te dis, mais c'est des fous. Alors après, forcément, tu dis, bah, dans le principe, il n'y a rien de dangereux. Mais en vrai, si, c'est super dangereux. Même, ouais. Et l'époque où, justement, t'avais pas de moyens, et pour qu'il y ait un truc qui paraisse vrai à l'écran, bah, fallait le faire pour de vrai. Ouais. Et c'était, ce qui est intéressant dans ces films-là, c'est l'implication derrière les acteurs, le fait qu'ils vraiment, ils s'y donnent à fond, parce qu'il faut bien le faire. Et il y a plein de trucs comme ça où tu te dis là c'est authentique, c'est cru quoi, parce que bah ils avaient pas d'autre moyen que de le faire comme ça. Bah c'est ça, non mais oui. À l'époque tu pouvais pas faire plusieurs prises aussi. Oui, pareil, aussi, t'étais obligé de faire un peu avec quoi. Vite. C'est ça, hein, surtout sur des moments où t'avais des trucs un peu particuliers, tu pouvais pas t'amuser à refaire. Bah c'est comme il y a eu avec Matrix, où la scène où ils sont dans où ils se font tirer dessus et les pylônes ça explose de partout. Pareil, ils pouvaient pas s'amuser à refaire la scène. Et je crois qu'il y avait un truc quoi, il y a il est tombé juste au début de la scène et tout a commencé à péter. Ils étaient obligés de tout refaire. Il y avait pas un truc comme ça. Je sais pas, mais c'est j'ai con. pas souvenir, mais enfin. J'ai pas vu les bêtisiers, mais enfin, imagine-toi, je sais plus si c'est vrai, je vais pas dire des conneries, mais imagine toi, c'est un truc qui t'arrive, tu te dis mais faut que je recommence faut tout refaire, faut tout réinstaller. Genre par exemple, je peux prendre l'exemple, t'as Star Wars, t'as un passage où t'as un fantôme. Oui, il se tape la tête. Il est resté dans le film. Ouais, c'est ça. Et genre, ouais. Mais voilà. Après, ça apporte aussi un peu à la patte de Star Wars. Parce qu'il y a toujours ce côté un peu humour dans le coin. Mais tu te dis que à l'époque, avec les films de western, les mecs ils faisaient leur prise et puis c'est pas aussi bien que je voulais. Bah tant pis, ça va me faire avec. C'est ce côté où. Après, pareil maintenant aussi. Du coup, c'est beaucoup moins grave de se rater aujourd'hui. Et c'est limite maintenant, je trouve même ça un peu. Je vais pas dire dommage, mais genre tu rates ta prise et tu te dis oh bah c'est pas grave, on va la refaire. Et genre y a pas ce côté de il faut que je le fasse, il faut que ce soit bien réfléchi. Genre maintenant il y a presque des gens, bah après nous on le faisait aussi hein, mais nous on arrivait sur le plateau de tournage, on commençait à tourner, puis en plein tournage je dis oh c'est pas ouf, on va recommencer, ou alors faudrait qu'on change tel truc sur la scène, et du coup on refait plein d'autres scènes parce que ça va casser la chronologie. Et nous on se permet de le faire, on se dit bon c'est pas grave, et on se rend pas compte qu'à l'époque ils se disaient les gars, il y a un truc au début du film, ça marche pas, c'est pas bon. Ouais, bah tant pis. On s'en fiche, on va pas recommencer le film, on va retravailler pour que ça marche, mais on rechange pas le film. Et je trouve ça dingue. Et je pense que les films de western, comme c'était vraiment le début du cinéma, c'est une belle preuve que à l'époque, t'avais une prise et il fallait que tu fasses ton truc correctement. Et... Après, il y a certains films de maintenant, ils gardent des scènes qui, par exemple, de jeunes base ne devaient pas apparaître dedans. Je peux prendre t'as Independence Day où t'as Will Smith qui est censé trimballer un genre d'alien dans son parachute et sauf qu'il sort une phrase qui de base ne devait pas être dans le film, parce qu'en fait c'était juste il y avait une odeur qui fouettait dans le studio et dit mais c'est quoi cette odeur de merde. Ouais je vois. Et de base elle avait pas censé être, ils ont tellement kiffé qu'ils l'ont gardé. Ouais pour l'authenticité, bah ouais des fois t'as un truc qui se passe et trop bien, je garde. C'est ça, on perd on a perdu ce côté, cette valeur d'avoir raté. Ouais. Et genre maintenant, quand on rate, on n'a plus ce côté de on n'arrive plus à voir un peu le côté de ce qu'on pourrait y gagner. Donc je sais pas si c'est pour ça aussi que maintenant il y a beaucoup de gens qui se frustrent et qui n'arrivent pas à progresser parce qu'ils se disent qu'ils peuvent refaire et puis à un moment ils arrêtent. Parce qu'à l'époque, c'est quand ils commençaient, ils s'arrêtaient pas parce que sinon c'était de l'argent jeté par la fenêtre et ils finissaient le film et il fallait bien le rendre parce que sinon pour le coup là tu finissais vraiment avec des dettes. Et maintenant entre guillemets c'est tu fais ton petit film de ton côté, tu dis de toute façon j'ai pas mis tant d'argent dedans, je peux m'arrêter, voilà tant pis.
Alors qu'avant, ça allait vraiment, quand tu t'y mettais, fallait le finir, quoi. Ouais, Genre, bah, c'est à ce côté de t'apprendre tes erreurs aussi. C'était punitif, mais qu'est-ce que les gens ils en ont appris au début? Pas après forcément c'est le début. Je pense que n'importe qui au début en aurait appris énormément. Moi, je trouve que c'est ce qui permettait à certains films d'être appréciés parce qu'il y a le côté authentique de certaines scènes qui sont faits premier et boum, ça reste ouais, c'est ça, c'est je sais pas les mots, mais effectivement c'est hop, dans le feu de l'action, là tu l'as maintenant, voilà. C'est ça. De base, c'est censé être un film full sérieux, mais juste cette petite scène, ça rend le film un petit peu drôle. Ouais, et tu la gardes, c'est ça. Histoire de détendre un peu. Après, c'est ça aussi l'avantage maintenant du digital et du fait que tu peux couper, recommencer tout. C'est aussi maintenant, c'est pour ça qu'on a les bêtisiers, du coup. C'est ça qui est bien aussi, c'est qu'avant, il n'y avait pas trop de bêtisiers. Bêtisier, oh non, le décor lui est tombé sur la tête. Oh non, il est décédé. C'est vrai qu'avant les bêtisiers, c'était plus, en fait, l'acteur est mort. Donc, moins du drôle. Coup, on a changé d'acteur, mais vous inquiétez pas, il est crédité. Mais genre, mais c'est vrai que je pense que c'était une période très importante pour le cinéma parce que ça a permis d'apprendre énormément de choses sur comment les effets spéciaux, sur comment faire paraître un impact de balle, comment faire paraître de la fumée de nulle part, pour faire genre qu'on nous tire dessus alors qu'en fait pas du tout. C'était chouette ça. Faut se dire, les mecs à l'époque ils avaient cette idée là, c'était des génies. Et après il y a eu l'invention du son. Parce qu'avant il y avait eu. Puis maintenant les petits trucs, les effets de cinéma, genre pour faire alors que tu saignes, un petit paquet de ketchup. C'est ça, pareil. Avant, comme ça, enfin, tu savais pas trop comment faire, tu testais des trucs et puis aujourd'hui tu te dis c'est ridicule et à l'époque ils disaient ah ouais, fallait trouver quoi. Genre, grand maître, comment avez-vous fait? Des fois, de temps en temps, je tombe sur quelqu'un qui teste des effets de cinéma, il t'explique. Ouais, c'est vrai, c'est bien je ça. crois que je vois de qui tu parles, mais ça, j'adore. Le dernier que j'ai eu, c'est comment ils font pour faire des glaçons, tu vois. Oui, je crois que j'en ai. Les glaçons, ça fout, alors il faut bien un truc pour faire. Oui, je crois que je l'ai vu aussi, ça. C'est ça, ou alors il fait ça, c'est du beurre de cinéma. Oui, ou ça, c'est une cigarette de cinéma. Ouais, ça, je trouve ça génial. Ouais, ça, c'est trop cool. Il explique un peu les coulisses, parce que c'est vrai que. Genre le truc pour faire genre il bave à fond. Oui, ouais, ah ouais. Non, c'est vrai que c'est impressionnant tout ce qui a été inventé, fait pour. Du coup, il a bien fallu, tu vois, commencer par quelque part pour trouver ces choses. Ouais, tout à fait. Non, c'est une évolution. En tout cas, je pense que c'était une étape charnière. En vrai, les films western étaient aussi une étape charnière tout à fait. Du cinéma. Et puis après, il y a eu l'expressionnisme. Je crois que c'était avant, je sais plus. Alors maintenant, je vais parler des personnalités du cinéma. Est-ce qu'il y a un acteur ou une actrice qui vous fascine le plus? Moi, depuis tout petit, Sylvester Stallone. Oui, là, je vois. Ouais, on comprend, effectivement. Les films Rocky, ça pas... C'est sûr que c'est passé pour un film où je l'ai vu et ça m'a marqué. Ouais, forcément. Bah oui, c'est des films marquants et qui ont aussi, eux aussi, mine de rien, ont marqué... Et qui ont marqué aussi justement le. C'est pas de la boxe juste pour de la boxe, c'est des vraies valeurs. Oui, c'est ça. C'est qu'en plus c'est pas juste un film de combat avec du coup avoir la médaille à la fin. C'est qu'il y a vraiment aussi toute une histoire de morale, d'éthique, de valeurs. Que du coup Rocky c'est un peu un SDF, tu vois. Il s'en sort comme il peut. Du coup il fait des combats clandestins pour gagner de la thune. Et après il est repéré pour devenir boxeur. Ouais. Puis il va faire de la merde. Ouais. Acteur. Moi, je sais qu'il y a un acteur qui m'a surpris en tout cas. C'est John Cena. En vrai, genre, je trouvais ça. Enfin, il part de catch, la WrestleMania. Et il fait du catch et tout, c'est-à-dire des trucs qui sont faux. Donc c'est un peu c'est son début en tant qu'acteur. Et puis on était beaucoup à se dire mais il a fait du catch et puis il a fait du catch. Après, un peu comme The Rock, mais je trouve que pour moi en tout cas John Cena a un peu mieux tourné, ou en tout cas peut-être que lui il a su s'arrêter à certains moments et a refusé certaines choses, parce que on sait que The Rock est quand même assez il est gourmand. Il est très gourmand. De toute façon c'est pas compliqué, il y a deux genres de films, c'est les films où il est dans la jungle et les films où il est dans une voiture avec des fringues. Il y a deux types de films de Rock. Deux types de films. Tu prends plein d'extraits de The Rock et mais c'est ça, c'est en fait tu prends plein d'extraits de films et après tu regardes, tu fais OK, ces trois films là c'est la même chose. Non, c'est trois films différents avec The Rock dans une voiture et avec des fringues.
ces 3 films-là, c'est 3 films avec The Rock, c'est le 3e film dans la jungle. Non, c'est 3 films différents avec The Rock dans la jungle. Et il a souvent les mêmes costumes ou quoi. Ouais, mais à part qu'il a 2 décors. Alors que pas du tout. Mais par contre, John Cena, genre, il a commencé avec le catch et tout. Et puis après, il est arrivé dans des films comme, alors je sais plus du tout, il y avait un film avec du journalisme, je sais plus ce qu'il disait, mais genre, fallait qu'il joue un personnage et genre, tu vois, il arrive dans l'aéroport, ils lui disent, mais mec, t'as pris quoi comme drogue, comme alcool? Il fait, non, justement, je suis sobre. Et genre, il dit oui, parce qu'il faut que je sois sobre, parce que le personnage que je vais jouer, il est sobre et tout, machin. Il y a toute une histoire. Et puis après, il y a eu Peacemaker, quand il a joué avant, dans The Suicide Squad, puis après Peacemaker, pareil. Je me suis dit, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un acteur en tout cas, qui vient du catch en plus, et il a un côté cru, il a un côté authentique où j'aime bien son jeu. Parce que il est plutôt bien, il n'est pas trop forcé. Je le trouve vachement propre, et puis même son évolution où il vient du catch, alors que souvent quand les gens viennent du catch, c'est pas genre The Rock, il a fait Fast and Furious, il a fait Jumanji, il a fait Voyage au centre de la Terre, il a fait il avait forcé pour faire une version live action de Vaiana. Et genre tu dis le mec vient du catch, et puis ça se voit un petit peu aussi, parce que il a voulu garder ce côté dans son contrat de je ne perds jamais de combat. Ça, pareil, je trouve ça un peu c'est vachement prétentieux. C'est vrai. Alors que John Cena, il se fait défoncer dans les films ou dans les séries, et ça le dérange pas, c'est son personnage. C'est ça. Et je trouve que il a une évolution en tant qu'acteur en venant il part du catch et il évolue comme ça, et j'ai trouvé ça très intéressant comme évolution. Il y a eu aussi du coup Batista, il fait partie. Oui. Qui fait Drax dans les et voilà. Après il y a eu des catcheurs, ils ont fait des bons films. Ouais. Oui, bien sûr. Ah oui. Mais là, c'est vrai que The Rock, c'est vrai que lui c'est généralement la même chose, ces films. C'est pas. En fait, t'as l'impression que il a été pris dans des films à une période où il sortait à peine du catch, et du coup t'as l'impression qu'il y a des choses qui ont été. Il a été pris dans les films parce que ça rappelait un peu son côté catch. Je vois pas trop comment expliquer, mais son rôle un petit peu de combattant, avec du coup parfois dans le catch il y a aussi des exagérations dans le jeu, donc peut-être il y avait ce côté là aussi parfois un peu surréaliste, prétentieux, qui est très fort. Le catch c'est un peu pour faire le show. C'est ça, donc peut-être pour faire un peu le show. C'est ça, il a peut-être resté. T'as l'impression qu'on vient de le sortir de son match de catch, on lui a dit donc là tu joues pas un catcheur, tu joues un mec dans la jungle, et il joue dans la jungle, et tu dis il y a un truc qui colle pas. Alors après, est-ce que c'est de son passé de catcheur, et encore parce que j'ai pas tant vu en plus j'ai pas tant regardé par rapport à John Cena le catch de The Rock, mais je sais pas, The Rock, il y a un truc. Après j'ai jamais regardé vraiment trop les films avec The Rock, donc je peux pas dire non plus. Mais il avait fait Jungle Cruise pour je crois que c'était pour Disney. C'était pas mal, c'était intéressant en tout cas venant de lui, c'était très intéressant. Mais après c'est vrai qu'après c'est comme certains acteurs qui se retrouvent enfermés dans des rôles, dans toujours à peu près les mêmes rôles. C'est qu'il va être attaché à une image particulière. Bon, si en plus c'est lui qui le demande, voilà. Mais ce qui fait que ça change pas de sa zone de confort, où c'est pas surprenant. Du coup, on peut en reparler de Kenny Reeves. Lui, généralement, c'est toujours les films d'action avec des flingues. Alors, et là, il a fait un film il y a pas longtemps où il joue un ange qui va aider des gens là. Pareil. Bon, après celui-là, il a fait un peu. Il y a eu sa petite hype. Les gens, il venait de sortir et tout. Je vois, c'est pas. Et puis il joue avec Seth Rogen là. Il est là, il faudrait que tout notre argent Oui, part dans les milkshakes et les nuggets de poulet. Oui, je l'ai vu. Et pourquoi on devrait payer des impôts? Oui, j'ai vu, effectivement. Genre, ça change du film d'action, mais je trouve que dans tous ses rôles, en tout cas, il marque comme Jim Carrey. Ouais, on l'avait casé dans le côté humour, et au final, il y a plein de films où il a bien joué. J'ai oublié. Truman Show. Comment ça s'appelle le film où il rencontre une fille et on lui supprime sa mémoire? Ça me dit rien. Eternal. Mais effectivement, je pense que effectivement, Keanu Reeves, je pense que c'est un acteur où on lui donne peut-être effectivement souvent des rôles similaires, mais comme tu dis, si on lui donne un autre rôle, je pense qu'il peut y arriver, tu vois, c'est pas en mode ça fait tâche et puis il le joue mal et tout ça. Mais ça lui colle pas à la peau, il est capable de se décoller. Ouais, c'est ça, il est capable de s'en décoller, mais c'est toujours effectivement c'est un bon acteur, il est capable de s'adapter. Mais après pareil, c'est une question aussi d'habitude. Oui, voilà, aussi de toute façon.
Mais justement, c'est l'un des rares où t'es habitué à le voir dans plein de trucs drôles. Bah, genre, il y avait eu The Mask, il y avait eu Ace Ventura, il y a eu plein de choses comme ça. Et puis là, tu le vois dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind, et puis tu te dis, oh, ouais, et ben dis donc, ça change et ça colle bien. Ouais, c'est ça, c'est que c'est surprenant parce que tu dis, oh, je m'attendais pas Oui, tu à t'y le voir attends là-dedans, et en même temps, c'est parfait. C'est vraiment la question d'habitude, genre. Ouais. Tu colles un titre. Bah, c'est Ouais. ça, tu mets une étiquette et. Je sais pas si vous avez vu Yoroi d'Orelsan. Non, j'ai pas vu. Bah, nous, avec mon père, on était très surpris parce que justement, on s'est dit, ça fait film français réalisé par un mec qui est déjà bien connu. Et là, on s'est dit, ça va être Orelsan qui joue. Oh, ça va être dur à regarder parce que ça reste pas forcément un acteur à la base. Et on a regardé et on s'est dit, au final, parce qu'en plus, du coup, il joue son personnage, il joue le rôle d'Orelsan en fait. Et au début, on se dit, ça va être un énorme, comme je crois, je sais plus si c'était Régis le Gorilla qui disait un énorme ego trip. Mais genre, on se disait, ouais, justement, ça va être un film qui va tourner autour de lui. Et au final, ça marche bien parce que on arrive à un peu se décentrer du fait que ce soit un énorme chanteur et qu'on le reconnaît qu'en tant que chanteur. Et il arrive à jouer un peu son rôle et tout, et son acting est pas trop mal. Et pareil, du coup, tout le film est tourné autour de lui, mais ça va, et ça t'arrive à t'en décoller, même si t'es très habitué à le voir en tant que chanteur. Ouais. Et il te le montre au début que t'es habitué à le voir en tant que chanteur parce qu'il joue son rôle en tant qu'Orelsan. Ouais, Et après, il se détache, et plus le temps passe, et plus tu oublies un peu le fait que c'est un chanteur, et tu vois qu'il arrive quand même à jouer son rôle un petit peu, et je trouve ça très intéressant. Je trouvais ça très étonnant. Et ça prouve que les habitudes nous empêchent des fois de voir au-delà. Oui, c'est pas faux nouveau. aussi. Ouais. Mais ouais, tout à fait. Bah, ça rejoint un petit peu, là, tout de suite, ce que tu venais de dire, ça rejoint un peu ma prochaine question, c'est est-ce qu'il y a un rôle qui vous a particulièrement ému ou marqué dans un film? Je réfléchis. Après, si vous n'avez pas les réponses, n'inquiétez pas, c'est pas grave. Hein. Après, Même moi. Comme petit exemple, pas forcément, c'est pas très original, mais moi je sais que j'ai beaucoup aimé la performance dans Whiplash des deux acteurs. Hein, oui, bah ça reste. Ouais, mais c'était une énorme performance, même si je sais que apparemment au final il y a pas trop, enfin il y a beaucoup de gens au final qui n'ont pas trop aimé le film, ça m'a étonné. Mais bon, moi j'ai adoré le film, vraiment. J'ai trouvé parce super. que au contraire, moi j'en avais les performances sont quand même assez impressionnantes, mais après vraiment genre ému là comme ça, j'ai pas trop, je sais pas. Ouais, parce que quand même ému, c'est vrai que c'est un mot fort pour. Bon, au pire, sans forcément que ça vous ait ému, mais ouais, un rôle qui vous a marqué, enfin qui vous a marqué. Pas sortir Rocky. Bah, en vrai, si Rocky t'a marqué, tu peux le dire. Hein. Ah si, l'amour, ouf. Ah ouais. La performance des Krapopoulos et puis d'Alain Chabat aussi, je l'ai. Enfin, au début, on partait déjà sur un film français déjà. On s'est dit à cette époque-là, le film français, ça devenait vite pas ringard, mais il y avait ce côté, je suis un film français, donc oh là là. Là, on se disait bon, on espère ça pue pas trop, mais quand on voyait le casting, on s'est dit il y a moyen de faire quelque chose. Et en vrai, la performance. Ouais. La scène, pour éviter de trop spoiler, il y a une scène où je sais plus comment il s'appelle dans son personnage dans le film. Ouais, mais tu peux dire Adèle. Mais voilà, Adèle et puis du coup son père, le père de son personnage qui est joué par Alain Chabat, où ils ont leur discussion quand elle est adulte et ils parlent de son enfance et de ses erreurs, où elle pleure et lui il gueule, et je me dis voilà, la performance, ça m'a pris de court, genre je me dis je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien, et ça m'a surpris, je me dis waouh, je m'attendais pas à ce que ça me touche, à ce que ça fonctionne quoi. J'étais surpris, franchement. Ouais. C'est ça, mais je me suis dit à quel moment ça passe, et ça passe. Ouais. Voilà, oui, quand même. ouais, bah oui, mais après j'en avais un autre en tête où je sais que j'avais pas pleuré quand même, mais franchement là je me dis, j'avais la petite larme à l'œil, je me dis putain, je me retrouve, mais c'était un film avec une histoire de frère, je crois, mais je sais plus ce que c'est. Il y en a tellement. C'est le passage du premier John Wick là, où John Wick il perd son kleps alors que c'est un bébé chien. Ah ouais. J'accepte pas en fait
fait, c'est dur pour moi de voir les animaux se faire Ah blesser bah dans ouais. les films, j'en peux plus. Moi, à chaque fois, la larme elle tombe, hein, parce que je suis trop les animaux. Moi, je peux pas, genre, Bah ouais. je peux pas. Ouais, c'est dur Ça ouais, blesse. quand un animal se Mm. faire tuer ou autre. Je me retrouve pas là. Surtout que là, c'est un bébé, quoi. Genre, quand c'est un vieux, c'est choquant quand même, mais moins, quoi. Ouais, alors que là, tout petit qui a même pas eu le temps de voir la vie. Surtout que c'est le cadeau de sa femme, en plus. Ah ouais, bah oui. C'est ça qui est encore plus. Oui, en marquant. plus, c'est qu'il a vraiment une attache. Bon, déjà, t'as une Quand, attache avec ton animal, mais... Il adorait sa femme et un peu c'est son dernier cadeau de elle. Et puis elle a dit il faut qu'il y ait des brigands qui le tuent. Du coup, bah là. Il Ça, a après, pété un j'ai- câble, et puis... C'est pour ça qu'après j'ai kiffé John Wick parce que moi j'étais vraiment avec lui en mode vas-y, pète la gueule. Venge la mort de ton chien. Ouais. Impliqué de fou. Mais ouais, genre vraiment c'est. Soit c'est des trucs comme ça avec les animaux, soit c'est parce que c'est une série vraiment on a appris à aimer les persos et quand Ouais, ouais, tu ouais. vois qu'ils meurent, genre tu vois. Mais Ah ouais. c'est ça que je trouve fou d'ailleurs dans les réussir à faire ce qu'une série elle fait entre guillemets facilement puisqu'elle a le temps de se développer Mm. et de le faire qu'en 1h30, 1h40, Ouais, de réussir à faire attacher un personnage en seulement 1h30 ouais. et quand après il lui arrive quelque chose et tu te dis ah ça m'a blessé alors que d'habitude ça arrive sur des séries justement de plusieurs épisodes de 40 minutes et eux ça leur prend plusieurs épisodes à le faire et eux entre guillemets bah du coup techniquement la longueur de 2 épisodes ils Ouais. le font et tu te dis comment ils font genre c'est fort. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est tout leur... Ouais, c'est- Game of Thrones il joue sans ça, hein. C'est attache, boum, il crame. Ouais, ouais, c'est... Vous Voilà. l'aimez, et bah plus maintenant. Le seul qui a réussi à survivre à cette malédiction, c'est Jon Snow. Ouais, c'est... Mais ça lui pendait au nez. Non c'est fort. Alors maintenant, est-ce que... Enfin, déjà, parce que vous savez ce que c'est que le Star System. Sinon, je peux vous expliquer. Star System, tu parles des notations. Alors, sur, le Star halluciné. Non. Le Star System, c'est le mode de fonctionnement de l'industrie cinématographique dans lequel la production, la promotion et le succès des films reposent essentiellement sur la célébrité des acteurs. Et la question, c'est justement, est-ce que... qui incarne le mieux le Star System aujourd'hui en tant qu'acteur? Par exemple, vous vous dites... ah, il y a un film avec tel acteur, c'est qu'il va être bien. Ou alors, on en fait une promotion, une grande promotion parce que il y a en plus de ça tel acteur et finalement le film est pas fou. Ou alors au contraire, il est bien, mais On l'a dit tout à l'heure, la série Le Big Three, on sort le Big Three. allez, Allez, vas-y, sors le je Big, vous le dis, le on- Big Three. Même, je suis sûr, on peut le dire tous ensemble. Moi, je vous le dis, hein, le Big Three, essayez de deviner les trois. Moi, je crois je que vous le je dis, là. disais. Vas-y. Ok. Brad Pitt et Leonardo DiCaprio. Ah ouais, moi j'aurais pas pensé ça. Parce que Ryan Gosling, ça c'est pareil. Là, le dernier film qui est sorti avec lui, il y a plein de gens où on se disait oh ça a l'air pas mal du tout et après j'ai reçu plein de retours où les gens disaient ouais en fait on a eu très envie surtout parce que c'était Ryan Gosling. Ah en fait. ouais, parce qu'au Genre, contraire, j'en ai la entendu du big bien. hype moi. de Ryan Gosling. Ah ouais. En fait, dans quasiment tous ses films, si ce n'est pas en fait tous ses films, quand il arrive à l'écran, en fait, quand il joue dans un film, toujours quand il arrive à l'écran, c'est un moment qui souvent devient culte. Ah ouais. Après, est-ce que c'est parce que c'est une énorme tendance chez les gens qui aiment Ryan Gosling de tout transformer en moment soi-disant culte, ouais. ou est-ce que c'est vraiment des moments cultes? Mais c'est vrai que dans beaucoup de ces films, il y a toujours des moments où on se dit oh, on s'y retrouve, ou alors ah, Ouais. c'est culte, genre. Et là, du coup, le dernier film, ça fait un peu ça, et puis après, bah. Leonardo DiCaprio, bon, là, la question, je pense que j'ai pas besoin d'argumenter. Et puis, bah, Brad Pitt, voilà, Moi, j'en ai d'autres. moi. comment dire, Bah, Beaucoup de- c'est un monument aussi du cinéma, un Voilà. acteur. voilà, c'est C'est un pas- monument de comment dire, Fight le Club- beau gosse, c'est Fight le beau Club, gosse. voilà, c'est quelque chose. Oh, Ouais, non, mais ouais. tu vois, c'est le beau gosse, c'est Mm. le mec trop stylé, charismatique. Tu sais qu'il est là, ça va envoyer du pâté. Ouais, c'est ça. En général, Mm. en général, tu dis, oh, il est dedans. Pff, ça promet. Après, Ouais. il y en a plein d'autres aussi dans les films, dans le féminin. Il y a Anna Taylor-Joy, Ouais, moi j'ai ça. Margot Robbie. Je l'ai mis. Pareil, du coup, dans le cinéma français, Extrapopoulos. Ouais, Du coup, en ce moment, Adèle, ouais. depuis un certain moment. Et puis, Alain Chabat. Et puis François Civil, le top 3 pour le. Ah ouais, moi Extra j'aurais pas pour mis eux. l'amour ouf. Du coup, quand on a Ouais. vu l'amour ouf, c'est pareil. On s'est dit, oh, il y a ces trois-là. Et toujours, du coup, Non. les gens. Toujours, les gens, ils se disaient. Il y en avait, tu sais, il y avait, du coup, c'était divisé par 33%. Ouais. 33% se disaient, il y a lui, c'est cool. 33% se disaient, il y a lui, c'est cool, et tac. En France, moi je dirais donc Adèle, effectivement, parce qu'en ce moment, voilà, bon, on l'a vu dans pas mal de choses. Pierre Ninet. Et bah oui, Pierre aussi. Ninet, complètement.
Et après en troisième, par contre, je sais pas. Je saurais pas dire. Il y a eu une grosse hype avec François Civil. Ouais, j'aurais dit François Civil aussi. Mais après, moi, je trouve ça aussi étonnant qu'il y ait toujours cette grosse hype d'Alain Chabat. Genre. Ouais, c'est drôle. Moi, je pensais pas. On aurait pu penser qu'avec l'arrivée de l'amour ouf, les gens ils se disent pas Alain Chabat. Genre, il y en aurait plein qui auraient pu penser Alain Chabat encore. Ouais. Mais au final, non, les gens étaient toujours autant attachés. Je pense, c'est un acteur qui a marqué pas mal. Il a super bien marqué. Enfin, il a bien marqué son temps. Ouais. Même si après, c'est vrai qu'à la base, il avait quand même. Moi, je me rappelle surtout pour La Cité de la Peur. Ouais. Et là, il joue. Mais justement, on est habitué à ce qu'il joue dans des rôles un peu plus drôles ou un peu moins sérieux. Et là, justement, dans ce film-là, sa performance, elle choque. Parce que encore à cet âge-là, et après aussi longtemps, et après un passé quand même beaucoup plus comique, en tout cas beaucoup plus comique, et ben il trouve le moyen de donner une performance aussi belle et si sérieuse. Non, bon, ça sera un film humoristique, je vais pas le dire. Tu peux, vas-y. Je crois qu'il avait joué dans Marsupilami, je crois. Oui, oui, c'est vrai. Vu qu'il y en a un nouveau, je sais pas s'il joue dedans. Non, dans le nouveau, non. Mais de toute façon, le premier Marsupilami, c'était pas le film d'Alain Chabat. C'est possible. Parce que je sais que Philippe Lachaud, justement, Philippe Lachaud, il refait son film. Parce qu'il y en a eu plein des Marsupilami. C'est pas genre... Non, c'est pas lui, le personnage avec qui il est, Jamel Debbouze, Alain Chabat. Je sais plus. Je sais plus. C'est lui, ils sont tous les deux dans dans leur voyage, ouais. Par exemple, ils sont dans le canoë, il a fait le beau du canard. Non, par contre, pour reprendre aussi, du coup, qui incarne le mieux le Star System hors, du coup, France, en ce moment, Timothée Chalamet. Oui. Moi, je suis désolée, tu le vois dans Dune, tu le vois dans Marty Suprême. Du coup, t'as Tom Holland aussi, qui marche plutôt bien, et puis Zendaya. Ouais, mais Tom Holland. Et encore, je trouve qu'il est plus discret. Ouais, mais du coup, c'est pas vraiment la même chose que Timothée Chalamet, mais c'est autre chose pour le coup. Ouais. Et puis, parce que le côté, anglophone, francophone. Oui, c'est vrai. Donc, ça. Mais c'est vrai que Tom Holland se fait beaucoup plus discret qu'avant. Je trouve qu'il est quand même plus discret parce que pourtant il a fait un très bon film dont je ne me souviens plus le nom. Ouais, c'est mon gros problème, c'est que je ne me souviens plus des noms des titres des réalisateurs. Mais je me souviens du film, même si je l'ai pas vu. Mais où il avait joué, je crois que il incarnait un personnage homosexuel qui avait du coup un trouble de la personnalité multiple et qui était très bon. Enfin, les retours étaient très bons. Et bien sûr, tout le monde lui était retombé dessus en mode il joue pas à Spider-Man, parce qu'il cassait l'image du Spider-Man, tu vois. Oui, et donc tout le monde était en mode quoi, je comprends pas. Mais en fait, c'est un acteur, les gars. Après, je suis désolé, mais Andrew Garfield aussi, il a joué ça. Après, j'ai envie de dire, en fait, tous les Spider-Man, ils ont joué un rôle déjà de soldat. Après, ils ont joué dans un film de guerre. Et après, Tobey Maguire, je me rappelle plus s'il avait joué un peu ce rôle justement, soit disant pas d'homme fragile, mais ce que je veux dire, un peu pas de l'homme typique qui est un peu plus réservé. Mais voilà, mais ils ont tous justement joué dans autre chose bien plus différent que Spider-Man. Comment il s'appelle déjà l'acteur qui fait Harry Potter? Mince, oui, merde, je l'ai la dernière fois. On en a parlé la dernière fois. Il vient de partir. Parce que quand tu le vois, tu penses qu'à Harry Potter. Bah oui, par exemple. Radcliffe. Ouais. Daniel Radcliffe. Voilà, lui justement, je crois qu'il avait expliqué que quand il était sorti d'Harry Potter, il voulait que des rôles complètement loufoques et tout, et franchement tous les rôles qu'il a pris après, je les ai trouvés super intéressants. Oui, ouais, puis sa manière de les jouer et tout était intéressante aussi. Ouais, tout à fait. Bah oui, qu'il voulait se détacher quand même de. Oui, c'est ça. Là, c'est fait que tu fasses un film culte, t'es rattaché à ça, quoi. Bah ouais, comme mine de rien, même si maintenant il a bien prouvé qu'il savait faire plein de rôles, j'en entendais reparler il y a encore récemment, aussi parce que du coup il y a son film, le film dans lequel il a joué qui est sorti, c'est Robert Pattinson, qui était très attaché à l'image Twilight. Ouais, et qui forcément maintenant même on oublie presque qu'il était dans Twilight. Bah oui, voilà, maintenant aujourd'hui c'est ça qui est super aussi parce qu'il voulait absolument s'en détacher aussi. C'est que maintenant on arrive à un peu oublier qu'il a joué là-dedans quoi, alors que c'est vrai que son rôle en Batman a été marquant. Ouais. Ouais, je pense que c'est son rôle, je l'ai pas vu mais il a l'air super, c'est The Lighthouse. Qui est en noir et blanc. Je sais pas quel rôle il a exactement à part être un marin ou je sais pas, mais en tout cas il avait l'air super ce film, il était dans ma liste que je n'ai donc toujours pas vu, mais voilà. Mais c'est bien parce que justement il prouve aussi que il est capable de jouer des rôles différents, bien que non, parce que là The Drama je pense qu'il est un peu plus reste un sujet sérieux, enfin il y a du sujet sérieux mais ça reste humoristique quoi,
mais il a su montrer qu'il pouvait faire d'autres rôles un peu plus sérieux aussi, qui demandaient peut-être un peu plus. C'est vrai que il a joué dans. Déjà, il a joué dans Le Garçon et le Héron. Il a doublé un personnage. Ah ouais. Alors, je sais plus lequel. Mais, je sais plus si c'est le Héron. Tu crois qu'il a joué je l'ai le pas Héron vu, donc je sais plus. Enfin, je sais pas du coup. Mais enfin, c'est vrai qu'il a fait The Batman, il a fait Mickey 17. Enfin, Ouais. Il a une petite range quand Ouais, même. Et après, il a réussi à... Ah, c'est comment il s'appelle? C'est. Même dans Harry Potter, C'est un acteur que Tarantino, il avait mal jugé un peu là. Je sais Ah pas ouais. comment il s'appelle. Alors qu'il a une énorme range. Georges Clooney. Bah, il joue dans The Batman, il joue The Riddler là. Alors, je t'avoue, j'ai pas vu. Je sais juste qu'il y a. Je crois que c'est Jim Carrey qui a joué The Riddler dans un Batman. Ah ouais. Ouais, ah, mais alors punaise. ça. Ah, Paul Dano. Ah, je connais Paul pas. Dano, en fait. Ah, c'est bien le truc. Il y a toute une histoire comme quoi il a une énorme range d'acting. Et que, voilà. Bah, après, moi, j'ai pas vu énormément de films avec Paul Dano, donc je peux pas savoir, mais il y a cette histoire de. Ah, il y a un The Batman 2 qui va sortir. Bon, bah bien, bon, je hein, ne ça va. savais pas. Bah, 2027. Ah. Mais oui. Mais Paul Dano, ouais, il Ok. y a beaucoup de gens qui disent qu'il a une énorme range d'acting et tout, et qui... Mm-mm. donc je ne savais pas. Bon, on va essayer de faire vite. Je vais parler un petit peu du cinéma international. Est-ce que, selon vous, le cinéma français a-t-il encore une identité forte ? Je sais pas trop quoi en penser. Comment ça, forte? Bah, est-ce que, selon vous, ça reste un cinéma marquant ? Est-ce que vous avez l'impression que la plupart des films français qui sortent sont des bons films ? Est-ce que... Le problème, c'est que j'ai trop l'image que pour moi, les films français, c'est souvent humoristique et Ouais. tout, on les colle trop. Et c'est le problème. Ouais, Cocorico 2. Du coup, j'ai vraiment l'impression que on sait faire que des films drôles et même si, Oui, enfin, drôles, mais ils sont pas vraiment c'est pas drôles. foufou. Enfin, ils sont drôles pour leur standard à eux, mais c'est pareil. Enfin, nous, je sais qu'on était allé voir Alibi.com 2. Et en fait, moi, je commence à saturer un peu des films de la bande à Fifi, là, de Philippe Lachaud. Alors, c'est bien récupérer tes potes à chaque fois et de faire ton film avec tes potes, parce que nous, on faisait la même chose. Mais, entre guillemets, si on voyait qu'on avait un court-métrage ou un scénario qui allait pas avec un de nos potes, on disait, bah, désolé, mais du coup, tu pourras pas être dedans parce que ça ne te va pas. Et genre là, en fait, là, pareil, il reprend sa bande pour le film Marsupilami qu'il veut faire. Ouais. Et genre, bah, c'est lourd, quoi. Genre, Bah, en fait, je pense que... on va voir la même troupe d'acteurs non-stop à Je chaque pense fois. que effectivement c'est un problème qu'on a. C'est que quand on parle du cinéma français, on va tout de suite penser effectivement aux films humoristiques avec un humour parfois lourd, donc pas très drôle. Et en fait, on va oublier tous les autres bons films français parce que en fait, il y en a plein qui sont français et qui sont super. Enfin, on parle par exemple de L'amour ouf. Moi, j'ai vu Ma frère il y a pas longtemps, qui est un super bon film. J'ai vu là un jeune réalisateur scénariste qui a sorti son film, ça s'appelle Le Baise en ville, qui est hyper entre guillemets, hein, bien sûr, parce que ça reste l'écriture d'un film, c'est toujours assez compliqué, mais entre guillemets simple et qui marche très bien parce que c'est drôle et c'est rafraîchissant. Enfin, tout le monde se voit dedans. C'est sympa. Enfin, tu vois, il y a plein de films en fait auxquels je pense qu'ils sont un peu pris dans la masse parce que souvent effectivement sinon on rattache ça aux films d'auteur un peu lourds, un peu chiants, un peu machin. Donc effectivement t'as des films où tu vas pas forcément vouloir aller les voir. Et en même temps, ouais c'est ça, je pense qu'il y en a qui sont un peu invisibilisés. Et alors autre chose aussi assez surprenant, et je vais en parler justement, c'est le fait qu'il y a beaucoup de films en co-réalisation entre guillemets, où tu vas avoir par exemple un franco-iranien, franco-norvégien, et en fait ça va te faire des bons films aussi. Et là par exemple, si vous voulez, je vais vous dire, parce que j'avais fait mes petites recherches, et du coup en fait le cinéma français gagne en popularité, et parce que la France mise sur l'originalité, et du coup ces films, la plupart du temps les films français, c'est souvent pour ça aussi qu'on a l'impression que c'est des films d'auteur, machin, parce que ça explore l'humain de façon profonde, et c'est ce qui séduit en fait à l'international. Donc les études ont par ailleurs démontré que la Russie est une grande consommatrice de films français avec plusieurs millions d'entrées. En 2025, c'est plus de 300 longs métrages qui sont produits en France, allant des drames profonds aux animations amusantes, et qui du coup en fait séduit tout le monde et attire un public varié. Lors du Festival de Cannes en 2025, c'est 4 films français qui sont récompensés. Et lors des Césars, le film donc Emilia Pérez, même s'il a eu un peu
des petites casseroles après, donc de Jacques Audiard qui gagne pas moins de 7 récompenses. Après bon, débat ou pas, hein, mais et il y a du coup effectivement les coproductions qui expliquent du coup beaucoup de succès. Donc par exemple en 2025, il y a la France qui collabore avec l'Iran, le Brésil, la Norvège et plus. Donc aux Oscars en 2025, c'est 4 des 5 nominés donc en long métrage international sont des coproductions françaises. Et donc en résumé, le cinéma français gagne en popularité mondiale en 2025 grâce à ses récompenses via les plateformes aussi de streaming et ses collaborations. Là, je pense par exemple, c'est Un simple accident qui, je me trompe pas, est franco-iranien, qui était du coup nominé, bon encore une fois, je ne sais plus pour quel prix, frappez-moi les doigts, mais qui est du coup un très bon film. Il y a aussi L'Agent secret, qui est du coup un film franco-brésilien, qui était un très bon film justement sur un père de famille qui essayait de fuir la dictature de son pays dans les années 70, et qui est un très bon film également. Enfin, et il y en a eu un autre, je crois que c'est un franco-espagnol, je crois que c'est Sirat, qui est un très bon film aussi. Enfin, toi, il y en a plein comme ça où en fait, je pense que ça passe pas en dessous les radars. Et en fait, c'est vrai que malheureusement, moi, quand on me dit cinéma français, je pense aux tuches, je pense aux ch'tis. Et donc des fois, les tuches, c'est marrant une fois, mais j'avoue qu'au bout d'un moment, c'est un peu lourd et ça me fait plus rire, quoi, tu vois. C'est vrai qu'il y a des cool cinéma français, c'est un peu comme ce qu'on fait avec les acteurs juste avant. Alors que lui, les dictés, ouais. les humour. Voilà, tout à fait. Je pense que c'est ça. Et même nous, du coup, en fait, alors qu'ils sont capables de faire autre chose. Ouais, c'est ça. Mais on les connaît que pour ça, quoi. Donc Crevé à l'horizon, notre. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu OSS 117. Ah oui, aussi, ouais, qui reste. Jean Dujardin, on était habitué à le voir dans des trucs drôles, et puis il a fait des trucs aussi sérieux, et ça marchait très bien. Tout à fait. Je sais plus, c'était quoi le nom du film, là, L'homme qui rétrécit ou je sais plus quoi. Ah oui, il a fait ça aussi. Apparemment, il avait fait une bonne performance sur celui-là. Ouais, oui, il rétrécit. Et apparemment, c'était un bon. Mais tu sais que je pense que il a dû reprendre, parce que je sais qu'il y avait un vieux film qui existait déjà comme ça, où en fait il traverse un nuage radioactif et en fait il se retrouve à rétrécir tout le temps. Ah non, mais il y avait un autre vieux truc film avec comme ça. il y a un film où il est où sa fille veut essayer de le faire arrêter de ses projets et en fait il y a des mecs qui remontent le temps et qui viennent le chercher et ils l'emmènent dans le futur pour lui montrer. C'est comment ça s'appelle, c'est avec une pluie acide là. C'était tout un, mais en fait il était pas mal du tout aussi et c'était assez sérieux et tout. Après il y avait toute l'histoire sur le voyage dans le temps. Je vais finir pour toi quand même. Oui. Du coup, juste en dernière question, vraiment en toute dernière question, est-ce que vous pensez que les salles de cinéma sont vouées à disparaître ? Non. Non. Il y aura toujours. Non, jamais. Il y aura toujours des gens qui apprécieront le côté cinéma. Sur grand écran, immersion. Ouais, parce que aussi, on peut avoir un écran plus grand que chez nous. Alors, oui. C'est vrai. Voilà, après, je pense qu'il y a peut-être aussi plein de gens qui font peut-être leur propre salle de cinéma chez eux. Bon, après, il faut avoir les sous. Mais ça reste quand même. Il y a tellement d'autres choses aussi dans les salles de cinéma parce que maintenant, tu peux les louer pour faire tes propres diffusions. Tu peux mettre des consoles de jeux, tu peux tout ça. Donc, je pense pas que les salles seront vouées à mourir. Puis, tu peux les retransformer en. Oui. Tu peux t'en servir comme salle de projection, de théâtre, de trucs comme ça. Non, elles sont pas vouées à mourir pour. C'est pas parce qu'il y a plus de gens qui regardent en streaming que le cinéma mourra pour autant. Oui, peut-être. Et encore, je suis même pas sûr. Peut-être qu'un jour, ça deviendra peut-être même une minorité de gens. Et encore, ça c'est même pas sûr. Ça arrivera peut-être que dans des dizaines d'années. Mais pour moi, ça ne mourra jamais. En tout cas, je l'espère aussi. Ouais. Eh bien, c'est déjà la fin du coup de cette émission. Donc, est-ce que vous avez des choses à rajouter avant de conclure Non, ça va. Très bien. Ouais. Et du coup, je vous remercie d'avoir participé à cette émission et je remercie aussi du coup nos auditeurs de nous avoir écoutés. Et du coup, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission sur Radioactif. Merci à toutes et à tous et à bientôt. À bientôt. Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.